Bonjour tout le monde. Tout le monde, c'est une façon de parler, mais je m'y prends mal parce que j'ai fait une super vidéo, c'est un coup de gueule que je pousse en regardant une vidéo de François Héran sur le colonialisme et tout ça, et je dis des trucs intéressants et comment on dit subversif et tout, et puis je l'ai posté juste là, et puis je respecte pas mes programmes, et puis voilà, je suis crevé en plus parce que j'ai couru 2 heures et j'ai fait une séance d'1 heure de sport aujourd'hui, donc je suis crevé. Hop, voilà. Donc aujourd'hui on va dessiner pour de vrai, et aujourd'hui c'est vrai en plus, parce que les fois d'avant j'avais un peu menti, enfin je pensais le faire, et puis finalement j'ai pas fait. Et puis on va écouter ce brave Richard, mon voisin. Alors il y a une petite histoire. Est-ce que je vais apporter des modifications à ce fichier? Je vais les enregistrer, oui. Il y a une petite histoire cette semaine avec le carnet de coloriage de Guillaume Meurice, pauvre garçon qui a fait une bourde. Enfin, c'est pas lui qui a fait une bourde. Enfin, si, quand même. Bon, c'est pas une affaire d'État, hein. C'est l'histoire de... Qu'est-ce qu'il me dit? C'est l'histoire d'un gars qui était à la bourre et puis qui était stressé par faire des dessins et puis qui a utilisé l'IA pour faire un truc anticapitaliste. Eh bien, ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que l'IA, c'est l'essence du capitalisme. C'est l'essence de la destruction de l'environnement et du commun. C'est l'essence du pillage des artistes. C'est l'essence du mal, en fait. Voilà. Ça bousille la planète. Ça bousille la planète. Ça bousille plein de choses et ça vole les artistes. Enfin bon, bref. Donc voilà. Et le gars disait, alors le gars, le dessinateur, bon, je ne vais pas rappeler son nom, peu importe, hein, on s'en fiche. Il disait non, non, j'ai pas utilisé l'IA. Et moi sur Richard, mon voisin, c'est un copain. Et lui, il est copain avec Guillaume Meurice. Donc ça fait pas que Guillaume Meurice est un copain, mais voilà. Et le problème, c'est que tout le monde me disait non, non, il a vraiment dessiné et tout. Mais non, on voyait que c'était de l'IA, le truc. Euh, donc c'était fatigant, quoi. On leur dit mais non, c'est de l'IA. Non, non, il a vraiment dessiné. Puis après, il y a eu un article de Libé qui est paru pour dire eh ben en fait le gars a avoué que c'était de l'IA. C'est débile. Alors ça, faut pas le faire, hein. C'est à quel moment le mec se dit ouais, j'ai rien dire, personne va s'en apercevoir. C'est étonnant, ça. Alors attends, je vais attraper ma planche là. Voilà. C'est pas celle-là du tout, ça c'est la planche sur les petits animaux qu'on avait fait ensemble. Je sais pas si tu étais là, ouais. Alors attends, c'est pas ça. Ah, c'est celle-là. Alors voilà. Ça c'est la planche 27 de Azimut, une histoire des sciences à l'époque médiévale. Et celle-là, je l'ai faite juste avant de me faire opérer. Et les dessins sont très bizarres, quoi. Donc je vais les refaire parce que là, c'est pas possible. C'est-à-dire que, tu vois, lui, il a une énorme main, là. Alors, c'est sûr, ça aurait été fait par IA, il n'y aurait pas une main comme ça. Bon, lui, il est rigolo. Il est un peu bizarre, mais il est rigolo. Là, ça va. Ça, c'est censé être Sarkozy. Et ben, bon, en plus, il a une bouche, on ne sait pas ce que c'est. Elle, ça va, elle, ça va. Là, ça. Et puis même le trait est gros, quoi. Le trait est gros. Là, c'est n'importe quoi. Enfin, je sais même pas si on voit bien à l'écran ce que c'est, là, mais... Ah, lui, il est terrible, Théodose Ier. Bon, bref, ça me plaît pas, je vais les refaire. Ça a juste un intérêt pour les neurologues, je sais pas quoi, qui pourront constater que quand on a une tumeur au cerveau et qui appuie sur le liquide cervical et qui compresse le cerveau, et ben on dessine pas pareil que quand on que dans des conditions normales. Alors est-ce que je suis dans des conditions normales là? Je ne sais pas. Parce que comme je disais en plus tout à l'heure, j'ai couru comme un fou aujourd'hui. J'ai couru 2 heures et
j'ai fait 1 heure de gym, donc je suis un peu fatigué. Donc je suis pas sûr d'être. Par contre, la typo est bien, c'est ça qui est curieux. La typo est bien, c'est les dessins. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Allez, eh ben, je vais couper la petite musique d'ascenseur, enfin qui est une musique de jeu vidéo. Chill. Voyons voir. C'est quoi là? Farron Woods from a Legend of Zelda, bah bien sûr. Moi je connais rien en jeu vidéo, mais bon, ça je sais que c'est pas striké, donc hop, voilà. Bon, ça c'est une planche. Ça il faudra que je l'éclaircisse un peu aussi. Hein. Affichage, performance d'affichage. Ah, ça va mieux comme ça, avec affichage de qualité supérieure, mais c'est un peu sombre. Bon, en même temps, c'est toujours l'histoire de Constantin qui tue tout le monde. Bon, donc c'est normal que ce soit un peu sombre, on va dire. Ça, c'est la planche que j'ai finie hier. Alors là, j'en suis pas mécontent, finalement. C'est pas mal. Voilà, ça c'est Apollon qui apparaît à Constantin dans le ciel, et puis après le chrisme, donc, dont on parlait. Et après, j'ai une drôle de tête, mais c'est pas grave non plus, j'aime bien. Lui, c'est Constance Chlore, non? C'est le père de. Attends, il fait pas et 20 Maxence. Constantin, alors premier. Constantin. Ah oui, son père Constance, voilà. Constance Chlore. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Chlore. Il devait beaucoup aller à la piscine, j'imagine. Et serait descendu du ciel tel un dieu pour l'aider à triompher. Donc, il n'arrêtait pas de voir des trucs dans le ciel pour l'aider à gagner, Constantin. Et l'autre dit, bah, il se droguait, non? Voilà, donc là, j'ai refait un peu les dessins qui étaient bizarres aussi. Mais bon, ça va, ça passe, je trouve. Avec les couleurs, les petits traits dans tous les sens, c'est pas mal. C'est toujours un peu chargé, mais bon. Alors, je vais prendre une page de croquis pour faire mon crayonné. Et pendant ce temps, on va lancer Richard mon voisin. Toujours ce générique discutable, on va dire. Il faut connaître un peu les principes de base de ce qu'on appelle parfois dans un grand terme les illusions, c'est-à-dire les biais de perceptifs. Il y a plein de biais possibles, il y a des biais psychologiques, il y a des biais rhétoriques, il y a des biais épistémologiques. Mais là, ce que je vais aborder maintenant, c'est les biais simples de perception sensorielle. Je ne peux pas vous faire sentir certains biais kinesthésiques, c'est-à-dire des trucs où il faudrait vous mettre en mouvement, certaines illusions qui sont liées à la souffrance ou qui sont liées à du déplacement, par exemple, parce qu'il faudrait que je vous prenne un par un et ça serait long. Mais par contre, au moins sur la vue, je peux vous montrer quelques petits trucs. Donc je vais vous aborder quelques points comme ça et on va faire une petite promenade dans les illusions. Je vous montre par exemple les distorsions. Il y a plein de choses que vous allez connaître, probablement, mais si vous ne les connaissiez pas, c'est l'occasion de vous dire qu'avant d'accéder... J'ai fait tomber mon taille-crayon et toutes les taillures se sont répandues. C'est un petit taille-crayon à réservoir, vous savez. Et tout s'est répandu au sol, mon Dieu. Eh bien, je m'en fous. Je m'en occuperai plus tard. Alors là, j'ai ma pince. Ah, mais on voit pas du tout ce que je fais là. Oh, bah, c'est ballot ça. J'ai pas l'habitude. Voilà, donc j'ai mon. Celui-là, j'ai pas mal de dessins, je vais le garder. En fait, la plume, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire, c'est toujours ces histoires de pinceaux. Non, mais ça vient pas des pinceaux, ça vient de moi là. Il faut que je dessine plus fin, quoi. Des fois, c'est l'encre qui est trop grasse. Attends, on va rapprocher comme ça, voilà. Donc, je mets ma feuille sur ma feuille, hop, avec la table lumineuse. Ben, comme ça, je peux décalquer, mais là, je ne vais pas décalquer, je vais juste placer quelques masses. Je vais faire le contour des cases, je vais placer quelques masses pour les dessins que je vais refaire, et puis je vais les refaire, j'espère un peu mieux, si j'y arrive, on va voir. Voilà. Après, ils sont
Ils sont vivants, ces dessins-là. On voit que c'est pas de l'IA, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr que c'est pas de l'IA, là. Alors, Accepter pour vrai quelque chose que vous avez vu, pensez quand même à tout ça, quoi. Pensez que notre cerveau n'est pas très très fort pour être certain de ce qu'il raconte. De base, vous voyez, ça date d'assez longtemps, les études des illusions. Là, je vous ai mis un exemple de 1889, c'est ce qu'on appelle l'illusion de Müller-Lyer. Et Müller-Lyer, cette illusion, elle prend plusieurs formes. C'est le fait qu'en fonction des flèches que vous avez au bout, on pourrait intuiter que la longueur des segments n'est pas tout à fait la même. Et en fait, si vous vérifiez même avec un stylo, là, comme ça, avec votre œil, vous verrez que c'est les mêmes, mais que c'est le bout des flèches qui nous induit en erreur. Mais la disposition aussi des objets ah peut oui, nous c'était tromper. très très fort. Le rectangle, enfin, le Désolé. parallélépipède qui est représenté ici est exactement le même que celui-là. Pourtant, on jurerait que ce n'est pas le cas. En remettant tout à l'heure la diapo, je me suis dit, bah attends, je revérifie quand même au cas où que je ne me sois pas planté, et c'est exactement le même, et c'est surprenant. Vous avez des biais aussi de perspective. Si on vous dessine une maison comme celle-ci, ça va être difficile, parce que notre cerveau reconstruit, de comprendre que le segment qui est là est le même que celui-ci. Pourtant, c'est le cas, quoi. Bon, pour le coup, la perspective est un peu abîmée, là. Voilà. C'est ce qui amène certains à en tirer des conséquences sur l'art d'utiliser les rayures dans les habillements pour s'amincir ou se grossir. Je vous laisserai conclure dans le sens que vous désirez. Müller-Lyer, si vous faites le boulot dans votre rapport correctement, normalement vous devez sourcer ce que vous dites. Si vous sourcez, vous devez dire d'où ça vient. Alors je le fais pour vous. Moi j'ai mis ici Müller-Lyer. L'étude elle est sortie. Optische Urteilstauschungen, Archiv für Physiologie, Physiologie Supplements, etc. Je mets les pages, etc. Je vous mets toutes les références. L'illusion de Ponzo, 1910, celle-ci elle est cool, vraiment je trouve qu'elle est cool. Vous voyez bien là, ça va? Au fond? Il y a trop de lumière? J'ose pas baisser la lumière pour les camarades qui filment, mais vous voyez vraiment rien? Là il y a un rat, un petit ragondin quoi. Puis là aussi, en fait, peut-être que je vais vous en montrer une autre. J'en ai mis plusieurs comme ça. Celle-ci qui circule assez souvent sur le net, vous savez, cette petite fille qui en fait est la même décalquée à 3 endroits différents, mais comme notre cerveau reconstruit en fonction du pourtour. Voilà. Moi, je ne veux pas rentrer dans les débats, dans les détails psychocognitifs de ces illusions-là. Bah ouais, c'est des effets de perspective, quoi, en fait. C'est assez simple. Alors, c'est vrai que celui-là est assez spectaculaire, mais en fait, on s'habitue assez vite. Et puis, ouais, les ragondins, là, c'est vrai que c'est étonnant aussi. On a l'impression que celui de devant est plus petit, mais... Et ouais, parce que notre cerveau, bah voilà, il dit, ah bah ouais, si celui-là est plus loin, bah il devrait être plus petit. Du coup, s'il fait la même taille, c'est qu'il est plus gros. Voilà. Le cerveau, il marche comme ça, hein. Bon, écoute, donc, effectivement, c'est ce qui fait qu'on peut pas à 100% se fier à nos sens, hein, comme disait Platon, qui lui ne se fiait qu'à la raison. Alors qu'Aristote disait, bah non, les sens, ils sont bons, c'est la raison qui déconne. D'ailleurs, c'est vrai, il a raison, c'est pas les yeux qui déconnent là. C'est le cerveau, c'est la raison qui dit, ah ben non, si celui-là il est plus loin, il devrait être plus petit, s'il fait la même taille, c'est qu'il est plus gros. Ouais, dans l'expo d'Escher, oui, ça m'étonne pas, ouais, c'est le genre de gag qu'il aimait bien, ouais. Ouais. Ouais, écoutez là-dessus. Et alors, elle était bien l'expo d'Escher? L'expo Escher, ça vaut le coup d'y aller? Elle est chère? Désolé. Allez, on va continuer devant le silence contrit de Lola Springwater. Parce que ce travail est très bien fait au LIP et au LPNC, les labos de psycho là-bas, il y a plein de gens qui bossent là-dessus. Vous demanderez à Marcella Bertolotti, Perron Bertolotti par exemple, les détails de ce genre de biais, hein. Moi, je veux juste vous emmener faire une promenade. Le bonhomme qui est ici et le bonhomme qui est là, bon, bah, c'est le même, quoi. Voilà. Et pourtant, c'est dur de s'en convaincre. Il y en a qui sont... Ah oui, celui-là et celui-là. Bah, on voit que celui-là, il est collé. Ouais. Non, moi, ça me choque pas, là. Ouais. Alors, c'était l'usage. Il aurait pu s'y prendre avant. Donc, c'est Constantin qui s'est fait baptiser juste avant sa mort. C'était l'usage hypocrite de l'époque. On se fait baptiser juste avant de mourir pour s'absoudre de ses péchés. Comble de duplicité, Constantin s'est fait baptiser par un prêtre arianiste. Hein? Un prêtre arianiste comme les anthroposophes? Oui, c'est bien, mais cher. Mais oui, c'est normal, et cher, c'est cher. Mais c'est grand ou c'est tout petit comme expo?
Alors, arianiste, ouais, mais c'est pas ceux qui pensent que la race aryenne doit dominer le monde comme les anthroposophes et qui sont à la base de la biodynamie, rappelons-le. Non, c'est les adeptes de la doctrine d'Arius. Arius qui était Attends, on l'avait dit dans les pages précédentes, ça. Voilà. La doctrine chrétienne est traversée de controverses ridicules, mais profondes. C'est Arius d'Alexandrie qui professe que le Père, donc Dieu, a créé le Fils à partir du néant, contredisant directement le dogme de la Trinité. Et à l'issue du concile, donc c'est le concile de Nicée, qui est à côté de Constantinople, donc la ville que Constantin s'est accaparée. C'est assez grand, sur 2 niveaux, on y a passé 1h30. Ok, bon, c'est pas du vol alors, ça va. Donc, concile de Nicée pour figer la doctrine chrétienne. Et à l'issue du concile, Arius, donc, qui pense que le Christ est né du néant, et 2 autres évêques sont excommuniés et exilés. Une profession de foi est signée, et plus tard, Constantin découvre et restaure les lieux de la passion du Christ. À la veille de sa mort, il se fait baptiser. Donc, Arius, c'est un type qui pense que le Christ est né du néant, voilà, et qu'il n'est pas né de la Vierge Marie ou que voilà. Donc ça ne va pas pour Constantin. Le type s'est fait communier et pourtant il se fait baptiser par un prêtre arianiste. Eh bien c'est bizarre. Voilà. Mais alors on va essayer de redessiner ça maintenant. Voyons voir. On va d'abord faire la dame qui n'a pas de nom pour l'instant. Je ne veux pas spoiler. Je ne veux pas spoiler. Ouais. Elle change un peu de tête. Bah oui. Au début, ouais, non, elle change un peu de tête. Bon, de case en case, tous mes personnages changent un peu de tête. Hein. Là, elle a un plus gros menton que là, par exemple. Hein. Elle a un plus grand front, là. Bon. Elle a un diadème. Allez, on va voir si j'arrive à faire des proportions correctes. Ah ben, je vais remettre Richard, du coup. Vraiment très belle, celle-ci, c'est... Je sais plus qui c'est qui l'a produit, je me demande si c'est pas Richard Wiseman qui l'a faite, c'est un gars, un psychologue anglais avec qui on correspond de temps en temps. Ça vous frappe, non? Enfin, je sais pas, vous voyez tout de suite que c'est le même, vous? Oui? Bah ouais. Ben, celui-ci, Bien sûr. Si votre cerveau fonctionne à peu près normalement, Voyons voir. à cause de l'emplacement dans lequel il est, de la perspective, on intuite pour la plupart des gens qu'il est plus grand que celui-ci. Peut-être que ce sera plus frappant pour une voiture, par exemple, comme là. Celle du haut, enfin moi ça me frappe quoi. Si ça marche pas pour vous, vous viendrez voir ou vous regarderez le diaporama. Je l'ai mis en gif animé celle-ci. Regardez. En fait c'est exactement la même. C'est le seul moyen que j'ai conclu pour me convaincre. Mais c'est dur de se convaincre hein, parfois. L'illusion de la Lune est celle qui revient assez souvent dans les discussions. On se dit, tu te rends compte, il y a des fois la Lune elle est énorme, c'est incroyable. Puis au moment où je prends la photo, après il n'y a pas le résultat. Et en fait, oui, c'est notre cerveau qui reconstruit. Et quand la Lune sort de son horizon, là, elle sort pas, la Terre tourne, et puis elle se déplace. Mais et ben, en fait, on a l'impression qu'elle est plus grosse que ce qu'elle n'est réellement. Et pour s'en convaincre, là aussi, il faut faire des photos à différents temps, et puis coller les bouts et regarder, comme l'a fait ici Shay Stephens, qui l'a fait là. Et en fait, c'est une illusion de croire que la Lune est énorme quand elle sort à certains moments de l'horizon. C'est notre cerveau qui reconstruit ça. Notre cerveau reconstruit sans arrêt. Il est capable... Quel petit coquin, notre cerveau. Je sais pas si c'est correct de parler de notre cerveau comme si c'était une bestiole séparée de nous, parce que c'est juste un organe d'où émane la pensée. Enfin, ça, c'est encore un... En fait, il faut que je mette mes lunettes pour voir de près, parce que je suis vieux maintenant. Donc j'ai besoin de lunettes pour voir de près. Voilà. Voyons voir. Ouais. Voilà. Alors, et donc, ouais, à mon avis, c'est un peu un abus de langage de dire que notre cerveau, il fait ci, notre cerveau. C'est nous. Enfin, tu vois. Enfin, on remarque quand tu as une crise de foie, tu dis, ah, c'est mon foie. C'est pas moi, c'est mon foie. Donc, peut-être qu'on peut dire, c'est mon cerveau qui déconne. Par exemple, moi, juste après l'opération qu'on m'a enlevée, là, la tumeur,
Eh ben, j'avais des petites hallucinations. Je voyais alors des taches. Je voyais des taches toujours du côté gauche. Alors, soit des taches comme de la rouille ou de la boue par terre. Bon, dans une chambre d'hôpital, c'était étonnant. Ou alors, je voyais comme des graphes en violet sur les murs blancs. C'est toujours sur les surfaces blanches. Qu'est-ce que je voyais d'autre des fois? Des fois, sur une table comme ça, une petite table d'hôpital, je voyais comme s'il y avait des flûtes de champagne en plastique retournées. J'avais des ronds comme ça, comme si c'était le cul des flûtes de champagne. Je me dis, tiens, qui est-ce qui a amené toutes ces flûtes de champagne là? Puis je regardais, puis ah ben non, elles n'y étaient pas en fait. Et puis des trucs. Ah oui, une fois dans la salle de bain, j'ai cru qu'il y avait un porte-savon en plastique accroché à la porte. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, en fait, non. Et puis, parce qu'après, je les voyais bouger comme ça. Je me dis, ah ben non, c'est pas normal ça. Donc voilà, c'était amusant. Donc, petit tour du cerveau parce que, ah oui, je vous conseille l'odeur du si bémol de Oliver Sacks, qui est euh, qui était un aliéniste, je sais pas comment on dit, un psychiatre, hein, voilà, et qui a fait tout un livre sur les hallucinations, en fait. Et en fait, c'est quand le cerveau, quand il manque des données, bah, le cerveau les reconstitue comme il peut, en créant des trucs à la manière d'une IA. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, c'était très intéressant, euh, qui disaient que, par exemple, ils voyaient quand il y avait des lettres, en fait, c'était des lettres qui n'étaient pas lisibles, quoi. C'est exactement comme ce que fait une IA. Ou alors des partitions, et on ne pouvait pas voir la suite, le cerveau l'a recréé, et c'était des trucs absurdes aussi, exactement comme fait une IA. Donc le cerveau marche un peu comme une IA pour recréer des choses qui n'existent pas. Voilà. Voilà. Allez, on Par continue. exemple de déformer dans cette illusion qu'on appelle l'illusion de Zollner, du fait des barbelés qui sont ici, il a tendance à déformer un peu la perception qu'il a du parallélisme de ces droites-là. Elles sont toutes parallèles. On a le même problème avec le fameux café wall que vous avez déjà vu certainement, où là aussi les lignes qui sont là sont strictement parallèles. Mais notre cerveau a tendance à tordre tout ça. Puis en plus, il y a le phénomène d'ombrage qui est fait sur les lignes là, qui sème le trouble, sans parler des contrastes. D'ailleurs, j'ai trouvé une version animée de ça, qui était une illusion qui a remporté le prix de l'année dernière du contest international, qui s'appelle Motion Integration Unleashed New Tricks for an Old Dog. Vous trouvez ça sur Internet, mais je vous l'ai mis là en lien. Et c'est très joli ce qu'ils ont fait, avec une petite musique sympa. Vous voyez, ça bouge, mais ça se déplace pas. Maintenant, ça bouge. Et en fait, les objets ne font que des mouvements verticaux de translation. Mais notre cerveau nous conclut qu'ils bougent. Ça marche, là ? Comment avoir la gerbe rapidement? Du coup, il faut que je récupère mon taille crayon qui est tout crado là en dessous. Ah. Ah là 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 là, quelle horreur. Aïe 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 aïe. Mon taille crayon, mesdames et messieurs. Voilà. Il en manque un bout là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Allez. Oh, je fais tout tomber, j'en ai marre. Alors, iPad, hop, voilà. Ouais, et on va remettre ça, voilà. C'est fascinant, quoi. Avec les crédits pour la musique
qui passait derrière. Il y a d'autres formes d'illusions, par exemple de prolongement. Ce segment blanc, par exemple, si on pose la question à des sujets, est-ce que le prolongement de ce segment blanc, c'est la bleue, la rouge, la jaune ou la verte? Vous aurez une moitié des gens qui vous diront la rouge, l'autre moitié qui vous diront la jaune. C'est pas facile de trancher ça. Pourtant, il suffit de prolonger, puis on voit que c'est la jaune, quoi. Mais c'est chaud, hein. Et d'ailleurs, ça nous semble parfois plus vrai que ce soit la rouge. Il y a parfois même des artistes qui s'amusent à faire ça. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que sur le drapeau de notre fameuse perfide Albion, les diagonales, elles sont comme ça. C'est marrant, non? Ça faisait vrai pourtant. Puis en fait, non. Moi, je trouve ça génial. Je soupçonne Rubens d'avoir fait la même chose. Vous essayerez de regarder avec votre dessin. Rubens, je pense qu'il a fait ça. Il a dû conclure que ça faisait plus vrai de truquer le machin, parce que le haut de cette échelle et celle du bas, je trouve, coïncident pas, moi. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. C'est la descente de la croix de 1610. Voici un autre exemple. C'est un exemple qu'on appelle The Turn in the Road. Il a beaucoup circulé chez les cogniticiens, parce que c'est vraiment un sujet, lui, il est vraiment génial, simple et génial. Regardez les deux routes qui ont l'air différentes. Et puis là, vous dites, tiens, mais il y a quelque chose qui foire, là. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et c'est très agaçant, parce que j'ai beau le connaître par cœur, il m'énerve toujours autant, ce truc. Ça m'énerve. Ça m'énerve. What's the deal? Vous pose la question Orsten et Pomerantz. Ça, c'était les mêmes, et ceux-là, ils sont pas pareils. Bah oui. Ah, c'est énervant! Vous le repasserez chez vous. C'est très agaçant. Il y en a qui sont dynamiques. C'est-à-dire qu'il faut se déplacer un peu pour que ça fasse un peu l'impression. Donc là, pour le coup, si vous avancez votre tête et vous reculez, un peu comme des pigeons, et Gilles passera parmi vous pour faire la quête, comme dans une secte, c'est le truc horrible. Normalement, ça fait un truc bled. Ça marche? Ça marche pas trop? Peut-être qu'il y a trop de lumière, mais je peux vraiment pas leur demander de baisser. De toute façon, je vous les mets à disposition, ces vidéos. Mais ça marchera peut-être mieux avec ça. Les rideaux de Kitaoka. Kitaoka, il est génial, c'est le grand fournisseur de... Je pense qu'il a un lien d'intérêt avec des gens, avec des cuvettes pour vomi, parce que lui, il fait que des trucs qui font vomir, lui. Vous voyez, si nos yeux se déplacent, tac, ça imprime l'impression qu'il y a un drapé, quoi, sur ce tableau. Ici, on a l'impression qu'il appelait ça les rotating snakes, les serpents qui tournent. Il l'a mis en libre, celui-là. Vous pouvez vous faire un papier peint chez vous. Ou celui-là aussi. Ah, c'est rude, hein. Ça aussi, c'est un peu vomitif, mais bon, ça passe un peu mieux. Des formes, pour les mathématiciens, c'est des formes de Mandelbrot au milieu. Et puis, vous pouvez jouer sur les contrastes et sur le rôle reconstructeur du cerveau qui est en permanence présent dans ces biais d'illusion. Par exemple, le fait que chez Ehrenstein, par exemple, il montrait que nous avons tendance à voir des boules noires là. En fait, il n'y a pas de boules noires, quoi. Vous voyez, c'est juste les segments qui sont là, et nous, notre cerveau reconstruit ça. Il reconstruit ici une boule blanche. Vous voyez? Notre cerveau reconstruit quand il n'y a pas de limite. Ici, ça c'est le triangle de Canissa, avec 3 Pac-Man. D'ailleurs, Pac-Man, l'un des créateurs de Pac-Man est décédé avant-hier, je crois. Je ne sais pas si vous savez. Je ne sais pas si ça vous émeut de savoir ça, mais voilà. Non, on s'en fout. Et vous pouvez refaire cette illusion assez facilement. C'est pas moi qui l'ai faite, cette image, parce que la mienne, je l'ai faite, mais elle est moins belle. Alors j'ai piqué celle-ci à Yves Moreau. Et vous voyez, vous avez un beau triangle avec les pauvres petits kiwis, là. Tout mignon. Évidemment, on peut aller plus loin avec... Bah ça, c'est platonicien aussi. Ça y est, dans Eureka, l'histoire des théories scientifiques durant l'Antiquité. C'est-à-dire que voilà, nos sens nous font voir des choses qui n'existent pas. Ça, c'est des objets purement intellectuels, quoi. Voilà. Avec ça, on peut en faire plein. En fait. Là, vous avez un cube très joli. Et puis, vous avez celle-ci. Peut-être vous l'avez déjà vue. Elle est absolument fantastique. C'est une des meilleures qui a été produite ces 20 dernières années. Ça tombe bien puisqu'elle a été faite il y a 22 ans. Donc, ces 25 dernières années. C'est l'illusion d'Adelson, la Checker Shadow. J'ai fait une faute là. Excusez-moi, j'ai inversé 2 lettres. La question qui est posée aux sujets qui sont devant cette illusion, c'est demander, selon vous, la case notée A, on ne parle pas de la lettre A, mais la case notée A et la case notée B, laquelle est la plus foncée? Et là, normalement, tout le monde met sa main à couper que c'est la case A est la plus foncée. Personne ne dit la B, quoi. Et pourtant, toc, si on trace un pont, ben c'est la même. Et c'est très énervant. Très, très énervant. Je vous remets. Il n'y a pas de trucage, hein.
C'est très très agaçant. Notre cerveau est trompé par le damier et est trompé par les contrastes, il est trompé par l'ombre faite par le cylindre. Ils ont même fait une variation qui est encore pire, celle-ci, qui est vraiment... Alors, il y a d'autres gens qui ont testé des trucs du même genre, et je pense à Ray Bolotto qui a fait ça. Vous l'avez peut-être déjà vu circuler aussi, cette espèce de Rubik's Cube, ce Rubik's Cube un peu particulier. La question qui était posée, c'est selon vous, la case ici marron et celle-ci orange, là, est-ce qu'elles sont, laquelle est la plus foncée, quelles sont les nuances entre elles, etc. Puis en fait, il n'y a pas de nuances, c'est les mêmes. Mais notre cerveau a vraiment beaucoup de mal à s'en convaincre. On a le même genre de problème. Il y a des doctorants qui bossent là-dessus. Je pense à notamment Rosa Lafer-Souza qui bossait sur ça. Il y a 2 ans, elle a publié un truc là-dessus. Stop. Et tout le monde s'est engueulé sur ce sujet-là. Est-ce que c'est plutôt... Oh pardon, alors je vous ai mis une... Je pensais pas vous avoir mis la vidéo, mais je vous l'ai mise. Et là, ouais, est-ce qu'elle a fait, en plus elle s'est amusée à le mettre dans le contexte de Ray Bolotto, là. En fonction du contexte, notre perception de nous-mêmes change, quoi. Là, c'est plutôt bleu et je sais plus quoi. L'autre, tout à l'heure, c'était doré. Notre cerveau recompose. C'est ça qu'il faut comprendre. Notre cerveau recompose. Et il ne fait pas que recomposer des couleurs et des contrastes. Hein. Donc là, vous pouvez vous engueuler avec pas mal de gens là-dessus. Est-ce que la robe est plutôt comme ci, comme ça? Comment elle est, ça? Bref, je vous ai mis ça en lien. Ah, faut pas que je dise qui c'est. Comment elle est? Voyons. Hop, 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 hop. Je l'ai pas debout ailleurs. Ah non, il n'y a pas de... Ouais, elle a une robe... Je fais une robe... assez sobre, sa robe. Il n'y a pas de volant, de volute, il n'y a pas de... Donc du coup, il faut que je gomme. Moi, je commençais à faire des tas de plissés qui n'existent pas, qui étaient que dans mon cerveau, en fait. Voilà. Alors, voyons voir cela. Hop, ouais. Ok. Ouais, mais là, je vais rien piger. Puis, pareil, je refais des bras super musclés. Bon, après, c'est par souci de cohérence avec... Mais bon, on n'est pas obligé de lui faire des triceps et des machins, là. On va faire comme ça, voilà. Comme ça. Hop là, hop là. Voilà. Allez, on continue. Ah, ça y est, j'ai de nouveau chaud à la tête. Je m'étais dit comme je dessine vraiment. Vous avez des phénomènes qui nécessitent un peu plus de temps, notamment des... Alors, avec la lumière qu'on a, je suis pas sûr que ça fonctionne, mais on va essayer quand même. Ça nécessite de prendre un temps de pause avec nos yeux. Il n'y a pas d'entourloupe, hein. Un temps de pause pour fixer, vous rejouer sur la rémanence. C'est-à-dire que je vais vous montrer une image. Il y a une croix au milieu, vous fixez vos yeux dessus. Et puis, je pense que vous avez déjà vu ce genre de truc, mais ça vaut vraiment le coup de le faire si vous l'avez jamais fait. Et vous bougez pas votre tête et vous gardez les yeux ouverts pendant 30 secondes à peu près, ok? Et après, je passerai une autre image. Donc, il y a une croix au milieu, voilà. Et puis ça marche bien au bout de 20-25 secondes, quoi. Bon, le temps est un peu long à compter, mais plus on attend, plus l'effet est là, quoi. Mais il ne faut pas détourner ses yeux. Donc pendant ce temps-là, Gilles va passer vous détrousser et vous piquer votre portefeuille. Voilà, là on doit être à quoi? Presque 20 secondes. Là, c'est chiant. Allez, 5, 4, 3, et je vais passer une autre image. 2, 1, et je passe l'autre image, toc. Et normalement, si vos yeux sont normalement constitués, vous avez vu une image qui contenait des couleurs, alors qu'elle n'en a pas, quoi. Notre cerveau a recomposé des couleurs qui n'existaient pas. Pour faire marrer ma famille, j'ai fait ça avec ma photo. J'ai pris un négatif de ma photo, puis j'ai fait exactement la même chose, quoi.
J'ai pris le logiciel libre GIMP et j'ai fait ça. Ça peut aller encore plus loin. Celui-là, il a beaucoup énervé les gens aussi il y a quelques années. On appelle ça le lilac chaser, le chasseur de lilas. Vous fixez la croix qui est au milieu et normalement, au bout d'un moment, le rose qui sautait se transforme en point. Les points roses vont disparaître petit à petit et le point va devenir vert, plus ou moins verdâtre. Ça marche ? Il y a un effacement qui se fait. Alors là, vous avez en jeu plusieurs phénomènes. Il y a l'effet Phi, l'effet Troxler. Je vous ai donné les références, comme ça vous pourrez aller chercher. Effet Phi, effet Troxler et le phénomène de rémanence. Alors je ne sais pas si ça marche bien avec la lumière qu'on a, mais dans le sombre, c'est vraiment fantastique, quoi. Après, vous avez une autre gamme d'illusions, ce qu'on appelle les objets étranges. Je vous les mets comme ça, c'est pour se détendre. Hein. Les objets étranges et impossibles. Vous avez les gravures de Moritz Escher. Vous connaissez certainement ces gravures qui sont géniales. Ah bah voilà, on y revient, mais quelle cohérence dans ce stream. C'est formidable. Et cher, voilà. Avec des objets impossibles, des escaliers qui montent et qui descendent. Et là, très récemment, il y a un type qui s'appelle Kopp qui s'est amusé à refaire ça dans son école de design. Pardon, j'ai sauté une diapo. Il a recréé un objet qui a exactement les mêmes propriétés. Alors je ne vous donnerai pas la façon dont il s'y prend, parce qu'elle est disponible en ligne, vous la trouverez très facilement. Mais c'est absolument génialissime sur le plan de l'illusion, quoi. Donc là, il touille son jus, là. Qu'à mon avis, il aurait dû faire plus foncé, pour qu'on le voit mieux. Mais je ne vais pas critiquer, parce que c'est tellement génial, quoi. Il va venir remplir son petit escalier, là. Et j'espère qu'il a eu 20 sur 20 quand même, parce que... Hop, il remplit la flotte, et là, l'eau monte. Et là, on se dit... Comment il fait ? Comment il fait ? On va mettre en plein écran. Et ça arrive en haut, et ça coule sur le petit moulin. Et il est content. Vous allez me dire, à quoi ça sert ? Je ne sais pas, mais c'est très beau. Et lui, il est très content. À la fin, il fait comme ça sur la vidéo. Il est super content. Et il a raison d'être content. Vous savez, il y a une phrase qu'on dit souvent en magie. On dit s'il n'y a pas de truc et que c'est surnaturel ou c'est de la magie, c'est génial, c'est vraiment fascinant. Mais s'il y a un truc, c'est encore plus génial. Ça veut dire qu'on a réussi à vous faire croire au surnaturel alors qu'il y a un truc. C'est encore plus génial. La prestidigitation, c'est un art majeur, quoi. C'est vraiment majeur. Vous avez des objets comme ça qu'on connaît, hein, qu'on voit traîner, les anneaux borroméens. Vous pouvez les réaliser en bois, mais il faut les truquer puis les regarder sous un certain angle. Vous pouvez, il y a des symboliques même comme le Walknut hein, qui reprennent ce genre d'idées. Vous avez les objets qui ne peuvent pas exister, comme le blivet ou qu'on appelle parfois la fourche du diable. Vous voyez, là, c'est pas possible cet objet. Il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Pareil pour le triangle de Penrose, qui n'est pas de Penrose, il est de Reuters-Vead. Mais peu importe. Et puis j'ai trouvé une animation et j'ai pas le crédit, donc je ne sais pas qui a fait cette animation, mais je l'aime bien, alors je la mets. Voilà, elle me fait marrer. On appelle ça le triangle de Penrose, qui n'est pas de Penrose. Puis vous avez des cubes, le fameux cube de Necker. Alors le cube de Necker, il a un problème, quoi, le cube de Necker. Je ne sais pas si vous voyez qu'il a un petit problème. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à la mémoire d'un magicien qui s'appelait Jerry Andrews, qui faisait beaucoup d'objets comme ça. Et là, je vous montre une vidéo où Jerry Andrews a reproduit un cube de Necker, qui est plutôt un rectangle de Necker pour le coup. Et si je ne me trompe pas, et si j'appuie là, donc là il est vivant encore, c'est il y a 10 ans, et il est dedans. Et là il sort. Et là ça rend fou. Moi ça me rend fou. Ça rend complètement dingue. Ça rend complètement dingue. Respect Jerry Andrews, où que tu sois, respect. Et puis vous avez des trucs archi simples à faire. Le cube flottant. C'est beau ça. Et rappelez-vous, plus c'est pourri comme truc, et plus c'est génial quoi en fait. Vous voyez, c'est vraiment pourri. Mais c'est génial. C'est épatant. En goodies, je vous ai mis un petit goodies aussi, j'ai pris à... Il y a un mathématicien qui est mort il y a quelques années, qui était absolument fascinant, qui s'appelait Martin Gardner, dont très peu de gens parlent en France, et qui est un type génial. Et il y a une association qui défend sa mémoire, parce qu'il a fait beaucoup de jeux mathématiques dans tous les sens. Il a fait des trucs géniaux, et puis c'est un grand sceptique qui contribuait pas mal à la littérature zététique, entre guillemets. Martin Gardner, il y a une association qui s'appelle Gathering for Gardner, avec du matériel pédagogique. Et je vous ai mis en lien ce fameux dragon qui vous regarde tout le temps.
Et je vous ai mis le patron que vous pouvez découper. Et si vous le découpez, vous pouvez réaliser vous-même chez vous ce dragon qui vous regardera tout le temps pendant que vous faites votre dossier de zététique. C'est Mais il bouge flippant, pas, hein. c'est juste du papier, quoi. Je n'ai pas les droits de la musique qui est derrière, hein, pardon. Ah, on va se faire Et le patron est striker. là. On va se faire striker. Prenez ça, vous l'imprimez, vous le découpez, et ça vous fait un super dragon qui vous regarde tout le temps. Vous vous sentirez moins seul. Je passe rapidement sur les Mais c'est parce que c'est creux, en objets fait, mathématiques donc, avec des propriétés étonnantes, mais qui ne sont pas possibles sur le plan physique. Là, je vous ai mis un 4 polytope régulier convexe, comme on dit. Là, c'est un octacore, je ne sais plus quoi. Ils ont des définitions un peu particulières. Peu importe, c'est un détail. Les anamorphoses, maintenant. Les anamorphoses, vous en avez peut-être déjà vu. Il y a notamment un gars qui s'appelle Julian Beaver qui s'amuse à faire ça avec de la craie sur des trottoirs. Et c'est fascinant. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne. Des dessins comme ça, qui en fait sont des dessins qui donnent l'impression d'être en 3D, mais seulement sous un certain angle. Et qui sont des faux dessins. Parce que si vous regardez le vrai dessin, il est comme ça, sous un autre angle. Vous voyez, c'est étalé. Et c'est seulement sous un certain angle que ça vous donne une perception de profondeur, comme ici, par exemple, où c'est vraiment de la prouesse artistique assez géniale. Et c'est pas lui qui a inventé les anamorphoses, ça s'appelle les anamorphoses, ça. C'est pas non plus Holbein, mais Holbein, c'est la première que j'ai pu trouver, moi, dans le temps. J'ai amené une reproduction lamentable de ce tableau, enfin juste une impression couleur, quoi. Et en fait, sur ce tableau, vous avez un crâne qui est là, qui n'est visible qu'en anamorphose. Donc il faut se mettre selon un certain angle. Et par exemple, exactement comme je suis là, moi je vois le crâne, par exemple. Vraiment comme si c'était un crâne réel, quoi. Par contre, vous le voyez étiré, et il faut vous mettre dans un angle, comme ça, toc, et là vous voyez le crâne, quoi. Donc, et ça date quand même de 1533, donc c'est pas récent. Mais il y a des artistes encore contemporains qui, vous voyez là, on a déformé l'image là pour obtenir ce crâne, là. Vous voyez un peu mieux le crâne, là. Il y a des artistes contemporains qui s'amusent à faire des trucs complètement délirants. Par exemple ça. Alors j'ai proposé à la Bébu de Sciences d'en faire un, ils n'ont pas voulu. Alors qu'il y aurait moyen, hein. Dans le métro de Toulouse, il y a des trucs comme ça, à certaines stations. Alors, je ne saurais pas te dire lesquelles. Peut-être même aux arènes. Je sais plus. C'est bleu, mais ça fait des trucs comme ça. Ouais, c'est sympa. Ça me donne l'impression qu'il y a un truc qui est représenté, alors qu'en fait c'est juste des dessins, mais à différents endroits. Vu de côté, ça donne rien du tout, mais vu d'un certain angle, ça vous donne une impression fascinante. Il y en a même qui ont fait ça sur des maisons, regardez, ça donne ça. Ou sur une montée d'escalier, ça c'est vraiment fascinant. Et je vous ai déjà dit que j'avais pas de lien d'intérêt avec les industries, mais je vous montre quand même une pub pour Honda, dont je n'ai pas de lien avec Honda, hein, mais Honda a fait une publicité en 2013 qui repose sur les anamorphoses, elle est tellement belle que je vous la montre. Parce que le zététicien n'est pas ennemi de l'art, contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois. Let's do those things that can't be done. Like less fuel in for more miles out. An impossible made possible. Bon, allez-y mollo sur le diesel quand même en ce moment à Grenoble. Donc, ouais, l'empereur Théodose, il avait une tête un peu bizarre. Enfin, un peu bizarre. Il avait quand même pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait une tête comme ça. Complètement chelou, quoi. Bon, on va la refaire, hein. Il avait pas une tête. Voilà, je sais pas comment elle était sa tête. Moi, on a des représentations, remarque. C'était peut-être. J'ai dû prendre ça comme modèle, à mon avis. J'ai dû prendre ça. Après, il y a plusieurs versions, hein. Celui-là, il est quand même plus. Alors, celui-là, ouf, j'ai dû prendre ça, en fait. Alors, lui, il a l'air tout tristoun. Et puis, dans mon délire, j'ai dit, ah, il est super, celui-là. Et celui-là est plus carré, quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Théodose Ier qui, 40 ans après la mort de Constantin, proclame le christianisme comme seule religion impériale. Donc, on pense souvent que c'est Constantin, mais non, c'est Théodose. Voilà, voilà. Bon,
Bon, il y a des traits communs, toutes ces représentations. Ah ben non, lui, il est carrément différent. Bon, on peut le dessiner comme on veut, en fait, je pense. Hein. Allez, je vais faire selon l'inspiration. Peut-être, je sais pas. J'essaie de faire un visage un peu plus carré, un peu plus... Coucou, Marika Junistroum. Ça va? Je suis en train de me demander comment je dessine l'empereur Théodose, parce que tu vois, je l'avais fait comme ça. Et là, on dirait trop qu'il s'est drogué ou que je sais pas. Il est très bizarre celui-là. Bon, j'ai chaud. Je crois que je vais me mettre le ventilateur si ça vous embête pas. Voilà. Et pendant ce temps, je réfléchis. On va remettre Richard. Ah. On change de vidéo là. J'ai créé le salon de mes rêves avec les Ah magnifiques mais meubles. non, mais tais-toi, toi. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Le problème des vidéos de Richard, mon voisin, c'est qu'elles sont trop courtes. Illusion 2. Allez. Et ça, c'est le deuxième problème. C'est le générique. Je vais baisser un peu. En fait, je vais pas le... je vais pas le brancher parce que j'ai fait tomber mon taille crayon. Toutes les taillures se sont répandues. Et donc, si je mets le ventilateur par-dessus, ça va être affreux. Ils sont considérés comme désuètes depuis plus de 30 ans. Je pense notamment aux théories qui consistent à distinguer un cerveau droit et un cerveau gauche. Alors, vous voyez, par exemple, sur les sites psycho, un peu... parfois on dit psychopop entre nous, vous voyez, un peu populaire, comme les revues féminins psycho, Psychologie Magazine, etc. Et ben, vous trouvez des... Alors ça, j'ai pris un extrait comme ça qui présentait l'illusion. Si vous voyez tourner cette danseuse dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est que vous utilisez votre cerveau droit, intuitif, aléatoire, irrationnel, synthétique, subjectif, qui s'intéresse à la totalité, bref, oriental. Ah ouais, vous voyez, alors oriental, c'est déjà un paquet qui ne veut pas dire grand-chose. Mais... Et puis si vous la voyez trop tourner dans l'autre sens, vous utilisez votre cerveau gauche, qui est logique, séquentiel, rationnel, analytique, bref, occidental. Ouais, d'accord. Et alors, hop, et il vous montre l'image, qui est en fait une image qui est de Nobuyuki Kayahara, que vous pouvez trouver sur son site, là. Et cette image, alors je sais pas, certains, je pense d'entre vous la voient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, d'autres dans le sens inverse. Rien à voir avec votre cerveau. En fait, vous pouvez choisir le sens dans lequel elle tourne. Vous pouvez même, avec un peu d'entraînement, faire changer de sens. Mais c'est vraiment dur. Pour vous aider, on peut prendre ça, par exemple, où là a été rajouté deux choses. La première, c'est une lettre sur sa jambe, qui est cachée à un moment donné, ce qui imprime un sens de rotation aux images plates, parce qu'en fait, c'est une succession d'images plates sans profondeur, et ce qui manquait, c'est une profondeur. Le fait de mettre une lettre qui est cachée par son pied à un moment donné, hop là, et ben ça fait tourner comme ça. Et en plus, il y a un liseré blanc sur la fesse. Pardon de te gratter la fesse, cher ami, mais ici, c'est blanc, et ça vous donne une impression de profondeur. Et ça fait tourner dans un sens. Si je vous mets l'autre, ça tourne dans l'autre sens. Non, j'ai dû me planter, j'ai mis la même, pardon. Ouais, j'ai mis la même, excusez-moi, c'est la même. Et je vous ai mis ici les trois. Comme ça, vous pouvez vous entraîner. Celle-ci, elle tourne dans l'autre sens. Celle-ci, elle tourne dans le premier. Et celle-ci, elle tourne dans... En fait, celle-ci, elle tourne pas. C'est un truc plat. C'est une succession d'images plates. Mais c'est notre cerveau qui recompose une silhouette humaine parce que c'est un héritage évolutif qui a été très pratique dans le temps de reconnaître des configurations humaines, quoi. Je la laisse pas trop longtemps parce que là aussi, on vomit, quoi. J'aurais aimé refaire ça avec ma gueule, mais c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même des bustes comme ça qui circulent, des trucs comme ça qui sont chouettes. C'est vraiment beau. Hein. Abordons maintenant le phénomène qu'on appelle le phénomène de pareidolie. Les pareidolies, ça vient de para-eidolon en grec, c'est-à-dire la presque image, quoi, la quasi-image. Alors, l'exercice que je vous donne là, c'est ce qu'on trouve sur le web quand on surfe un peu n'importe comment. L'exercice est marqué, si vous trouvez la tête de l'homme dissimulée dans l'image en moins de 3 secondes. Alors le jeu, il peut être sympa si vous avez envie. Le jeu consiste à se mettre, si vous voulez, vous pouvez vous mettre debout. Ça vous tente de jouer? C'est vraiment fastoche. Vous vous mettez debout, et puis si vous trouvez la tête de... Vous vous mettez debout? Non mais je vous force pas en vrai, hein, on s'en fout. Hein. Mais moi ça me fait marrer.
Si vous trouvez la tête de l'homme dissimulée dans l'image en moins de 3 secondes, la partie droite de votre cerveau est plus développée que la normale. Si vous arrivez à la trouver en 1 minute, votre cerveau droit est normal. Si vous mettez plus de 3 minutes, votre cerveau droit est un vrai désastre. Voilà. Sweet caféine de Furitsu. Bon, lui, ça va, c'est normal. Vous, ça devient moins normal. J'entends pas ce que tu me dis. Bah, c'est toi. Ah oui, quand vous la voyez, vous pouvez vous asseoir. En fait, c'était ça l'idée, quoi. Pardon, je l'ai pas dit. Comme ça permet de mettre la loose à ceux qui ont un cerveau dérangé, quoi. Alors, comme je veux humilier personne, je vais vous donner la réponse. Il est là. Bah, on voit pas. Et normalement, merci d'avoir joué, hein. Et normalement, vous l'oublierez plus jamais. Il est là. Ce jeu ne marchera plus jamais sur vous, normalement. Et où? Dans cette masse de données informes, Ah oui. on a du mal à trouver quelque chose. Puis si on fiche sur un visage, tac, après, on verra plus que ça, quoi. C'est difficile de plus voir ce bonhomme après qu'il est planqué dans ces grains de café, là. Ce mécanisme est très souvent à l'œuvre quand on regarde le ciel. Un bon exemple de pareidolie, c'est le fait de regarder le ciel. Si quelqu'un vous dit « Oh, t'as vu, regarde, on dirait un cachalot », vous faites « Ah ouais, ah ouais ». Et une fois que vous avez vu le cachalot, c'est difficile de voir autre chose, quoi. Si quelqu'un vous dit « Non, c'est un sous-marin », vous faites « Ah bon ah ouais, plutôt un sous-marin, ouais ». Et en fait, on est très influençable là-dessus. Parce que vous avez une masse de données qui n'a pas de sens, à proprement parler. Quelqu'un vous dit « Ah, ça a tel sens », et notre cerveau l'imprime, quoi. Et ça fait ça pareil dans les dégustations de vin. Bah, maintenant, je bois plus de vin, mais quand j'en buvais, tu fais une dégustation, puis tout le monde renifle du vin. Puis d'un coup, toi, tu sens rien, je sais pas. Puis d'un coup, il y a un mec qui dit « Ah, ça sent la noisette ». Alors tu dis « Ah putain, ouais, c'est vrai, il est con, ça sent la noisette ». Puis il y a un autre gars qui te dit « Ah ben non, moi je sens plutôt la mûre ». Tu dis « Ah mais ouais, ça sent la mûre ». Et en fait... Mais tu le sens vraiment, hein? Mais en fait, j'en sais rien ce que ça sent, moi. Je sais pas. Mais on le sent, voilà. L'olfaction, c'est très... Mais c'est des pareidolie, en fait. Parce qu'il n'y a pas de mûre, il n'y a pas de noisette, hein, dans le vin. Normalement, il n'y en a pas. S'il y en a, c'est qu'il y a un problème. Donc, je ne sais pas pourquoi on sent ça, hein. Pour le détail, c'est le lobe temporal qui est en jeu. Dans cette histoire qui a joué quand même des tours à pas mal de gens, et notamment en 1975, quand Viking 1 a traîné sur Mars, ils ont repéré cette espèce de visage là, dans la zone de Sidonia. Il a un trop gros nez. Et il y a plein de gens qui ont trippé en disant, vous vous rendez compte, il y a une forme de visage, ça veut dire qu'il y a un message des Martiens pour nous indiquer qu'ils ont cette tête-là, etc., etc. Il a fallu attendre 1998 pour que Global Surveyor survole, et qu'on se rende compte qu'en fait c'était... tout moche, quoi, que c'était la résolution qui faisait cet effet-là. Vous voyez, là, c'est un gif animé qui vous montre que c'est pas aussi beau que ce qu'on pourrait penser. Ce qui n'empêche pas un type, notamment, qui porte le même prénom que moi, Richard C. Hoagland, de défendre l'idée que Global Surveyor a contribué à un complot pour qu'on cache la présence des Martiens, et que c'est vraiment un vrai visage qu'il y avait, mais que la NASA avec la CIA ont comploté pour nous cacher la présence des Martiens. Et il y a tout un site comme ça où il recense des soi-disant démonstrations que la NASA cache les preuves pour pas nous paniquer ou pour pas nous laisser présumer d'une possible connivence avec les Martiens. Ouais, parce qu'en fait, les puissants aiment bien nous cacher des trucs. Juste pour le plaisir de cacher des trucs, quoi, je pense. Hein. Voilà. Juste pour le plaisir que les complotistes puissent les imaginer et les découvrir, en fait. C'est ça, le truc. Hein. C'est comme des jeux de pistes géants que les puissants font et l'État profond et tout, à nous cacher des trucs. Voilà, juste pour qu'on puisse les découvrir et se sentir génial. On dit, mais oui. Le phénomène de pareidolie, vous pouvez le retrouver aussi dans des contextes qui sont simili-religieux, notamment quand les gens cherchent des signes. Vous savez, normalement, la foi ne repose pas sur des faits, quoi. La foi repose sur un acte de foi intime, mais il y a des gens qui vont chercher des signes, qui vont à la recherche de signes. Et parfois, ils sont prêts à les payer cher, notamment. Cette dame a vendu le Saint Croque-Monsieur, vous avez peut-être vu cette histoire. Le Saint Croque-Monsieur, Madame Duiser l'a vendu 28 000 $ sur eBay. Et grand succès pour ce Saint Croque-Monsieur, parce que dessus, il y aurait le visage de la Vierge Marie que vous voyez représenté ici. Alors au début, vous voyez peut-être rien, puis une fois qu'on vous montre le visage, vous la voyez, quoi. Voir le Saint Croque-Monsieur. Et puis si on vous dit que c'est Marilyn Monroe, ça marche encore mieux, je trouve. Non, c'est la Vierge Marie. Mais ça se vendrait peut-être moins bien. Mais elle n'a pas un voile comme ça. Ça a été le succès de plein d'objets de ce genre. Marilyn Monroe. Le Saint Poisson Pané.
parce qu'il y a Jésus dedans. La Sainte Chips, parce qu'il y a Jésus dedans aussi. Ah, bah oui. Le Elvis Toast, parce qu'il y a Elvis dedans. Elvis Toast. Ah oui, c'est vrai, c'est bien lui. Il y avait un falafel Yasser Arafat, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il y a le Saint Alligator, qui était présenté dans le Washington Post, quand même, c'est pas un petit journal, parce que sur son ventre, il y a écrit God. Là, toc. Vous avez la pizza maudite, parce que... Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, mais... Il y a un grand représentant du courant national-socialiste allemand des années 30 dans la pizza, ce qui fait quand même un choc. Vous avez de la vie sur Mercure, voilà, voilà. Et puis en fait, sur des masses de données informes, c'est pas très difficile de retrouver des objets, surtout quand quelqu'un vous les pointe. Là, par exemple, sur Mars, dans le voyage de Spirit, là, eh ben, il y a des gens qui ont dit regardez, il y a des bestioles, regardez, là, regardez, si on a grandi, on voit un bonhomme. Bon, je vous laisserai conclure ce que vous voulez. Ici, il y a même des gens qui ont détecté, avec Curiosity, une espèce de salamandre, trop une espèce grande de bouche. Je fais quand même des trucs je trop sais pas grands. quoi, là, qui traîne, je ne sais pas si vous voyez. Toujours Curiosity, sur cet objet-là, sur cette image-là, on voit rien, quoi, a priori. Non. Mais si on grossit l'endroit, on voit un cercueil. Ça prouve que les Martiens enterrent leurs morts. Enfin bon, pour le coup, ils les enterrent pas parce qu'ils l'ont laissé comme ça. Bon, peu importe. Le dernier en date, il date de août dernier. Et il m'a été envoyé par ma collègue Delphine Toquet de Brest. Elle m'a dit tiens, regarde, il est trop bon celui-là. Ça vient du Québec. C'est la sainte patate, enfin la sainte pomme de terre. Et voilà, dans le journal de Québec TVA Info, là, ils indiquaient le cuisinier d'une habitation pour aînés, c'est-à-dire pour les personnes âgées de la Gaspésie, c'est-à-dire dans l'Est tout au bout, là, a tranché une pomme de terre où se trouvait le symbole d'une croix, ce qui a causé tout un choc aux résidents. Oh. Donc Jeannette Moreau, je vous lis un extrait, j'ai coupé les morceaux, hein. Jeannette Moreau conserve précieusement la fameuse patate dans ses appartements, où elle séchera avant d'être encadrée. Elle dit « Pour moi, cette trouvaille, c'est une protection pour tout le monde ici. » Alors c'est en préparant le repas des résidents le lundi 22 août qu'Alain Lévesque a tranché la fameuse pomme de terre sur sa longueur, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Important. Je ne sais pas pourquoi j'ai tranché cette patate précisément dans ce sens-là, mais quand elle s'était ouverte, je me suis dit « Tabarouette, c'est une croix !» Et il dit « J'ai vu un signe, j'ai vécu une grosse séparation, j'ai l'impression qu'il est venu me dire « Je suis là, j'existe, ne le lâche pas », etc. Bien sûr. Et vous voyez comment on peut donner du sens très rapidement à ce genre de choses. Donc ça nous fait marrer, et n'empêche que beaucoup de gens se retrouvent vite convaincus par ça. Les pareidolie, vous pouvez en retrouver aussi pour des signes, comme on a vu pour des bestioles. Alors, il y a parfois des gens de cryptozoologie qui disent « Ah, regardez, il y a une trace là-bas, on dirait une sorte d'hominidé énorme, etc. » Il y a eu une photo d'un yéti nain qui a circulé, sur laquelle a travaillé un de mes collègues qui s'appelle Jérôme Bellayer, je vous ai mis le lien parce que j'ai pas le temps de vous les montrer. Vous avez des gens qui vont plus loin là-dedans. Ils font des sortes de spiritualisme presque politique, à essayer d'intuiter la présence, par exemple, de personnages maléfiques à l'œuvre dans des processus sociaux complexes et parfois brutaux. Le 11 septembre a été le festival, par exemple. Je vois le visage de Théodose Ier. C'est la sainte planche de BD. Il y a le visage de Théodose Ier, celui qui a institué le christianisme comme religion d'État de l'Empire romain. Alors pour ceux qui étaient en âge de s'en rappeler, 11 septembre 2001, et ben dans des images comme celle-ci, par exemple, il y a des gens qui ont cherché les traces du diable et les ont trouvées. Là, vous voyez cette image, on voit pas grand-chose, mais si on cercle ici, tout le monde voit le diable. Hein? J'ai un voisin qui ressemble un peu à ça, moi aussi. Mais bon, là, il y a des gens qui ont vu le diable. Moi, je trouve que ça ressemble plus à Lénine. Mais... Ah, c'est le même, peut-être. Ou au biologiste Guillaume Lecointre. Je ne sais pas s'il ressemble un peu à ça. Là, vous avez aussi le diable. Voilà. Des gens vont dire « Ah, voyez, donc c'est le diable !» le diable. Ah, oui, là, notamment Pat Robertson, des gens comme ça, là, des grands prédicateurs aux États-Unis qui voient le diable partout. Les pareidolie ne sont pas à l'œuvre seulement sur l'aspect visuel, mais aussi sur le son. Alors j'hésite à vous montrer ces exemples parce qu'ils sont faciles à trouver. Par exemple, la chanson de Scorpion, vous pouvez la massacrer. Je vous laisserai regarder un petit peu sur Still Loving You. Si vous ne trouvez pas, vous m'écrivez. Vous pouvez faire même des karaokés géants sur des hymnes dans lesquels vous ne comprenez rien si vous parlez pas russe. Par exemple, on a pris l'hymne national soviétique. Il y a des gens qui se sont amusés à greffer des pseudo-paroles dessus. Et quand on les écoute, on a l'impression que c'est ça les paroles qui sont dites. Mais c'est du n'importe quoi. C'est comme quand on fait du yaourt, si vous voulez. Mais quelqu'un vous dit « Ah, il dit bonjour » ou il dit ceci, on l'entend, quoi.
Mais avant, quand il nous dit rien, on n'entend rien, quoi. Et j'avais pris un exemple, mais je ne sais pas si ça va marcher, il faut que je sorte de mon diapo. C'est l'exemple de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, pour ceux qui connaissent, qui est un cas qui a été génial parce qu'il a été traîné en justice, ce cas, quand même. C'est dans les années 80, il y a des gens qui se sont levés contre le backmasking. Parce que regardez, si je vais vous passer l'extrait en question. Tic, 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 tic. Allons par ici, allons par là, tac, 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 ici, Led Zeppelin. Je vous le mets pas à l'endroit, vous la connaissez, je pense, mais je vous mets à l'envers. Le passage en question. Vous entendez quelque chose? Alors, vous voyez, c'est pas très clair quand on n'a pas de référence, mais par exemple, si je vous mets les paroles que certains prêtres ont décelées dans ce brouhaha là, regardez, je vous mets le texte, on va faire un peu comme un karaoké. Je vous remets au début. Ah mais non, on voit rien, pardon, excusez-moi. J'étais tout content de vous montrer ma diapo. Attendez, hop, on va remettre ça comme ça. Il y a beaucoup d'images dans cette conférence, c'est pénible. Bon, il veut plus. Reviens, c'est un coup du diable encore ça. Hop, là, vous voyez là? Non. Ah. Sauf que je peux plus vous lancer Alors attendez, je vais lancer mon son. T'as les karaokés merdiques. Oh là là. Donc je lance, hein, et hop, j'appuie. J'arrive. 7. Et là il manque un 6. Bon, pardon. Oh. Mon Dieu! Oh là là! Le pasteur Gary Greenwald, les messages subliminaux en backmasking dans le rock poussent ceux qui les écoutent vers le sexe et la drogue. C'est mal. Le pasteur Aranza, les messages en backmasking démasqués, un livre entier. Hein. Les groupes de rock utilisent la technique du backmasking pour véhiculer des messages sataniques ou relatifs aux drogues vers le subconscient. Et alors figurez-vous que ça a fait ses effets parce que en 83, il y a une loi qui est passée en Californie. Le backmasking peut manipuler notre comportement sans notre consentement et notre savoir et peut nous tourner en disciples de l'Antéchrist, nous transformer en disciples de l'Antéchrist. Et en Arkansas, en 83, il y a un autocollant, ça a duré, je ne sais plus, 6 mois ou 1 an. Ils ont eu une imposition de poser un autocollant sur les disques, entre autres de Pink Floyd, des Beatles, de Led Zeppelin, de Electric Light Orchestra, de Queen et de Styx, en indiquant « Warning, this record contains backward masking, which may be perceptible at a subliminal level when the record is played forward ». Alors, il y a eu un procès, Led Zeppelin, les ingénieurs son de Led Zeppelin et puis Led Zeppelin ont dû comparaître. Ils ont dit, vous savez, nous on fait des disques pour les passer à l'endroit, nous, donc voilà quoi. Et voilà, fin de l'histoire. Mais ça revient de temps en temps, hein. Surtout aux États-Unis, là, ils sont très susceptibles là-dessus, quoi. Ils sont cinglés. Pour les hallucinations sonores, je ne résiste pas à vous montrer l'effet Gurk, l'effet McGurk, qu'on devrait appeler aussi l'effet McGurk-McDonald, parce que c'était l'assistant de McGurk, de Harry McGurk. Et l'effet, il est marrant. Là, vous allez voir Rosenblum qui vous présente ça dans un documentaire de la BBC. BBC 2. Have a look at this. What do you hear? Le monsieur dit pa. Ne vous endormez But look pas. what happens when we change the picture. Maintenant, on change l'image. Là, notre cerveau And nous dit yet, fa. the sound hasn't changed. Pourtant, c'est le In même son. every clip, you are only ever hearing bar with a B. Notre cerveau. Hello, tu te demandes ce que c'est la filière architecture Oh d'intérieur? putain, Suis-moi, on va aller rendre visite aux étudiants. Le métier mais d'architecte. tais-toi. Et il y a une sorte de choc It's entre an ce qu'il voit. illusion known as the Et ce qu'il McGurk entend, quoi. effect. Take another look. D'un côté, c'est Concentrate fa. first on the right of the screen. Mettez-vous à la droite, là. Now to the left of the screen. The illusion occurs because what you are seeing Moi, ça marche clashes super bien with sur moi, what je sais you pas are vous. Moi, hearing. ça marche super bien. C'est In fascinant. the illusion, what we see Voilà. Rosenblum explique et tout, etc. Je vous parle de ça parce qu'il y a des vrais impacts. Notamment,
il y a des gens qui développent ce qu'on appelle des méthodes de transcommunication instrumentale, Ouais, c'est qui mieux, consistent là, à non? communiquer avec l'au-delà. Alors il y a les méthodes qui sont celles de John Edwards, que vous avez vu tout à l'heure, mais vous avez aussi des gens qui font des bouquins entiers. Alors j'ai mis ici James Appice, que je vous ai amené, Jean Riot, Ces voix venues de l'au-delà, par exemple, ou surtout le père Brune, le père François Brune, qui vous propose d'acheter les bouquins ou de suivre ses séminaires pour rentrer en communication avec l'au-delà au moyen de matériel audio ou parfois vidéo aussi. Alors généralement vous fonctionnez avec un vieux truc à radiocassette, vous enregistrez du bruit, enfin un bruit blanc qu'on crée soi-même, et ensuite on passe la bande en convoquant l'esprit de la personne avec qui on voudrait communiquer, puis en passant la bande à l'envers, on récupère un message de l'au-delà, et qui est souvent un bruit qui est fait comme ça, mais décrypté par quelqu'un qui est soi-disant exercé, serait un message venu de l'au-delà par des voix dématérialisées qui sont le seul moyen qu'ont les défunts pour communiquer avec nous. Donc je vous ai pas mis des extraits là parce que je sais pas, j'ai trouvé ça discutable de vous montrer des extraits de gens qui font ça. Il y en a plein, vous tapez TCI sur YouTube par exemple et vous trouverez plein de vidéos comme ça. Et les débuts c'est toujours tragique, c'est enfin j'ai pu communiquer avec mon enfant mort Michael. Et alors, et là, vous entendez des voix et vous entendez des petits bruits. Et puis, elle vous indique en dessous le message, la dame, qu'elle a reçu de son enfant qui lui dit « Ne pleure plus, maman, sois en paix », des trucs comme ça, quoi. Vous voyez, c'est hyper touchant. Sauf qu'on a l'impression que... Enfin, entre des preuves venues de l'au-delà comme ça, et quand on compare ça au pareidolie, si on applique le rasoir d'Occam, on se dit « Bon, bah, il n'y a rien de plus que des pareidolies sonores, si vous voulez, quoi. » Mais aller convaincre quelqu'un ou aller instiller ce doute-là chez quelqu'un qui donne de la foi là-dessus et qui soigne son deuil comme ça, c'est très compliqué. Alors moi, je suis juste embêté, j'ai rien à leur dire, si vous voulez. J'ai même assisté à des conférences sur ça, avec plein de gens en deuil qui étaient là, qui attendaient que la parole du père Brune sur le sujet. Et le père Brune, qui est ici en photo, vend des méthodes, quoi, et explique quelles méthodes. D'ailleurs, j'ai mis, si vous voulez écouter des témoignages qui sont vraiment touchants, j'ai mis un extrait j'ai mis l'émission entière de France Inter, de France Culture sur les docs. Je vous ai mis le lien, d'ailleurs, vous cliquerez, vous pourrez télécharger l'émission qui porte sur ça, ce qu'on appelle les voix électroniques désincarnées. Et il y a tout un marché de ça. Il y a tout un business de ça, du deuil quoi, qui s'est créé là-dessus. En 2004, avec quelques collègues, j'ai rencontré le père Brune à un festival qui s'appelait le festival Sciences Frontières, organisé par Jean-Yves Casga, le producteur des Bogdanov. Il y avait d'ailleurs les frères Bogdanov que j'ai interviewés, c'est assez fascinant. Il y avait plein de gens bizarres. Et il y avait le père Brune. Et le père Brune, on a été lui poser une question, on lui a dit « Monsieur Brune, comment on fait pour distinguer un bon d'un mauvais transcommunicateur ?» Parce que, et là, il a répondu un truc qui était... comme dans Les Inconnus. Eh ben, bon, ça se voit tout de suite, c'est évident, ça se voit tout de suite. Un mauvais, ben, ça se voit tout de suite, c'est mauvais. On voit que c'est pas des vraies voix, alors que nous, on voit que c'est des vraies voix. Et en fait, il n'y a pas vraiment de critères pour définir ce que serait une bonne voix d'une mauvaise voix, si vous voulez. Ce qui nous laisse penser que ces méthodes-là sont plutôt douteuses. Alors vous qui n'avez peut-être pas encore utilisé de TCI, vous n'avez pas encore d'avis là-dessus, dites-vous bien que vous avez deux options, soit adhérer à l'hypothèse de voix désincarnées qui viennent de l'au-delà, soit de considérer que le phénomène de pareidolie recouvre bien les faits qui sont présentés, quoi. Vous avez le choix. Voilà. Bon, bah, la question elle est vite répondue, je dirais. TCI, c'est ça? J'irais bien chercher quand même. Voyons voir. TCI. Attends. Transcommunication instrumentale. Peut-être ça n'existe plus. Ça. Comment pratiquer la transcommunication instrumentale? Choisissez votre équipement. Un enregistreur numérique est un excellent point de départ. Vous pouvez aussi utiliser des radios à balayage ou des applications de TCI. Oh là là, c'est flippant ça. « 6 minutes, on va la regarder. On dirait le générique de Game of Thrones. Sur les 6 minutes, il y a 3 minutes de générique, c'est ça? C'est Poltergeist là qui avait mis ça en scène, non? Ils cherchaient leur fille dans la télé, là, elle leur parlait dans la télé, dans la neige de la télé. Port du casque, oui, on a le casque.
Zapping de radio, Ghostbox maison. Ah ouais. On est là, j'évoque. L'entité de Camille. Ah ouais. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai que sans le texte, c'est compliqué. Hein. Pas de vraie difficulté de le monter. En plus, ça veut rien dire. Enfin, ça veut dire des trucs, mais c'est complètement random, quoi. Bon, on va peut-être pas regarder 6 minutes, là. C'est déjà, je m'endors, là. Allez. Vous avez le choix. Après, vous avez le domaine des surcharges cognitives. J'ai mis ça comme un peu un gros paquet. Et puis des cécités, ce que certains appellent les blindnesses, les cécités, soit au changement, soit au déplacement, etc. Alors, je commence par une petite campagne de pub qui a eu son petit succès. La campagne de pub Colgate. J'ai perdu mon petit pointeur, mais je pense que tout le monde voit la merdasse sur la dent du monsieur, non ? Sur celle-ci aussi, il y a une espèce de vieille salade verte toute pourrie. Et sur celle-ci, là aussi, je ne sais pas ce que c'est, une crotte de nez horrible qui est sur sa dent. Tout le monde a vu les trucs, là. On voit à peu près ? Ouais. Mais il y a d'autres problèmes sur ces images. Alors vous les avez peut-être déjà fréquentées. Par exemple celle-ci, il y a une main qui ne devrait pas être là. Mais généralement on ne la voit pas parce qu'on est pris par le steak qu'il a sur la dent. C'était les toutes premières versions de ChatGPT. Il lui manque une oreille. Ou d'OpenAI. Et dans celle-ci, elle a un peu trop de doigts. Ah oui, c'est ça. Il y a tellement d'infos, si vous voulez, qu'il y a plein de choses qui nous échappent, quoi. C'est peut-être un peu la leçon qu'il faut garder, quoi. C'est de se dire, quand il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous échapper. Alors on peut jouer sur des conflagrations de zones cérébrales dans certaines interprétations. Il y a un truc assez connu, c'est le test de Stroop. Je pense que vous connaissez tous ça. Le test de Stroop, le jeu, je vous fais pas faire maintenant, mais vous le ferez chez vous. Il s'agit de non pas lire ce qui a marqué sur le mot, mais de dire la couleur dans laquelle il est écrit. Par exemple, là c'est rouge, là il faut dire jaune, là il faut dire bleu, là il faut dire vert. Puis on devient fou, quoi. On devient fou. Ça fait vibrer le cerveau. Parce que les zones en question ne sont pas les mêmes pour la lecture et pour le fait de nommer la couleur. Vous pouvez exploiter ces fameuses cécités-là et ces conflits cognitifs dans d'autres circonstances. Je pense notamment à Simons, qui était connu pour sa fameuse illusion du gorille qui a une quinzaine d'années maintenant, que je ne vous montre pas parce que je pense que vous la connaissez. Mais Daniel J. Simons s'est amusé à faire ça dans une bibliothèque des sciences. Enfin, je crois que c'était une bibliothèque des sciences. Hein. Et dans cette vidéo-là, il vous montre, je vous fais le commentaire, hein. Il y a deux bonhommes qui ne sont pas pareils, quoi. Et en fait, il montre un protocole pour voir si à un comptoir, une personne qui vient s'inscrire à la bibliothèque et demande un formulaire pour s'inscrire, est-ce qu'elle va remarquer que son interlocuteur change ? Et donc, vous voyez, il y a une jeune fille qui arrive, ou un monsieur, je ne sais plus, une jeune femme qui arrive, toc. Le premier expérimentateur lui tend un formulaire, il dit il faut remplir là, si tu veux t'inscrire à la bibliothèque, tac, 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 tac. Là c'est Daniel J. Simons qui fait 3 commentaires, et puis après, le monsieur dit attends, je cherche un autre papier, il se baisse, mais c'est pas lui qui se relève, c'est un autre. Et on regarde combien de personnes ne remarquent pas que ça n'a pas changé, quoi. Il y en a un paquet qui ne remarque pas que ça change. J'ai jamais refait cette expérience-là avec des étudiants, j'aimerais bien, s'il y a un groupe qui est intéressé, on pourrait refaire ça pour voir. Mais ce qu'on a fait, c'est avec les étudiants Buy, Gozel, Royer, Tressol et Verret, on s'est amusé en 2011, c'était, à faire un peu la même chose à partir d'un canular que j'avais vu à la télé. On a fait ça en ville, demander la route à quelqu'un, et puis intervertir la personne qui demandait la route, et voir si la personne qui répond à la question se rend compte que la personne a changé. Au début, ils ne voulaient même pas le faire, parce qu'ils me disaient ça n'a jamais marché, ça n'a jamais marché. Je disais si, vous allez voir, il y a des chances que ça marche. Et alors ils avaient pris un grand carton télé,
Et alors j'ai coupé 2 petits bouts, je vous montre, j'ai mis une musique de Benny Hill justement qui fait un peu marrer. Ils sont Grand Rue à Grenoble. Ou Place Grenette, je sais plus où ils sont. Ouais. Hop, Intervertis, toc, c'est un autre qui vient. Et l'autre n'a rien remarqué. C'est bon, hein? Ils sont morts de rire tout au fond avec leur grand carton, là. C'est bon, hein? C'est vraiment bon. Bravo. Je fais défiler leur nom parce qu'ils le valent bien. Donc, surcharge cognitive et cécité toujours. Il y a des gens qui ont poussé ça vraiment très loin. On a essayé de le refaire avec un groupe d'étudiants, c'était un échec total. C'est le fameux Wooden It. Alors pour ceux qui l'ont jamais vu, le Wooden It, c'est absolument parfait. Je vous fais la transcription. Alors, attends. Parce que moi, pendant ce temps-là, j'essaye de dessiner la mise à mort de Priscillien d'Avila. Toute variation de la doctrine donc chrétienne. Attends, ça on en était où voilà la christianisation, le christianisme, la seule religion impériale. Ok. Il se passe des choses dans des plans différents sur ce stream, hein, c'est très compliqué. Non, je crois que c'est... Voilà, donc bon, celui-là est mieux hein, quand même, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Celui-là est mieux. Bon, celui-là est rigolo, remarque, mais juste il s'est drogué, quoi, il est défoncé. Donc, l'empereur Théodose Ier, qui 40 ans après la mort de Constantin, proclame, là il faudrait que j'arrange ça, proclame le christianisme comme seule religion impériale. Elle, donc la religion impériale, elle est désignée à la fois orthodoxe, ce qui signifie la seule juste croyance, et catholique, qui signifie universelle. Donc, à la fois orthodoxe et catholique, dis donc. Pourtant, il y avait déjà le schisme des 2 empires, mais pas du christianisme. Constantinople est déclarée capitale de l'Empire romain. Et ouais, c'est pas Rome, c'est Constantinople. Un concile s'y tient pour consolider le dogme. Donc le dogme chrétien, c'est vraiment des mecs qui se réunissent et qui disent oh, on va dire ça, quoi. C'est un peu comme l'immigration en France. Oh, on va dire qu'il y en a trop et tout. Là, on va dire. Toute variation de la doctrine est honnie. Ainsi, Priscillien d'Avila, évêque espagnol, accueillant les femmes à la prêtrise, oh, condamnant l'esclavage, oh, est le premier chrétien condamné à mort pour hérésie par une autorité chrétienne. Et ben voilà, pauvre garçon. La première victime expiatoire du wokisme. Bon alors là, il y a un gros problème. Hein. Il y a un gros problème dans le type qui tient là. Ben là, on voit rien. J'avais dessiné ça, moi, mais ça va pas, pas du tout cette affaire-là. Le mec, comment il tient sa hache, enfin, ça va pas du tout. Priscillien, il pourrait vaguement aller, lui, on pourrait vaguement aller, mais ça ne va pas. Puis la mise en page de la case est pas bonne non plus. Je crois qu'il faut que je fasse autrement là. Et là, du coup, allez, on va continuer sur surcharge cognitive et cécité. Voilà. Ah oui, ça, il faudrait que je... Hop. On repart. Vite fait, quelqu'un a assassiné Lord Smythe ici. Qui a fait ça? C'était cet après-midi à telle heure. Elle était massacrée avec un instrument. Dites-moi vos alibis. Et où vous étiez au moment où ce crime abominable a été perpétré. Alors chacun donne son alibi.
Faut que je revienne un peu en arrière parce qu'on C'est n'a pas vu le début. absolument parfait. Je vous fais la transcription vite fait. de l'anglais. Clearly, somebody in this room murdered Lord Quelqu'un a assassiné Lord Who, Smythe ici. at precisely Qui a fait ça? 3:34 this C'était afternoon, cet après-midi à telle was heure. brutally bludgeoned to death Elle with était a massacrée blunt avec un instrument. instrument. I want each of you to tell me your Dites-moi vos whereabouts alibis at precisely the et où time vous that this étiez dastardly au deed moment où took ce crime place. abominable a été perpétré. I was polishing the brass Alors in the chacun donne son master alibi. bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Et là, Madame Smythe a dit je plantais mes pétunias. Constable, arrest Lady Smythe. Arrêtez Lady Smythe. Mais But how did you know? Madam, avez-vous su? as any horticulturist will tell you, one does not Tout le monde plant sait qu'on plante petunias pas- until May is on out. plante pas les pétunias en mai. C'est une question It's just a d'observation. matter of dit-il. observation. Mais The real question la vraie question is c'est how observant were êtes-vous you? si bon observateur que ça, vous-même? Est-ce que vous avez remarqué les 21 changements dans la scène? Alors elle a la même scène avec une caméra en biais. Clearly, somebody in this room murdered Lord Et c'est Smythe, formidable. who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. Tout change, I même want le each mort. of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. C'est vraiment parfait. On a essayé de le refaire et ça a été plutôt pourri. On a fait 200 essais, c'était lamentable. Je faisais le mort, moi. Bon, voilà. Et la vidéo doit être en ligne quelque part, mais j'ose même pas vous donner l'adresse tellement c'est. Mais c'était un groupe d'étudiants qui s'est bien arraché, hein, mais on a vraiment pas fait un beau travail. Quand je vous disais qu'il y a des magiciens qui se dévoient vers des carrières un peu d'escroquerie, si vous voulez, il y a aussi des mentalistes qui se dévoient vers ça. Alors je vous montre un exemple de mentalisme dévoyé, comme on pourrait dire. Là, je vais vous montrer un ensemble de cartes. D'accord ? Comme je suis très puissant, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous allez tous choisir la même carte, j'en suis certain. Concentrez-vous sur l'une d'entre elles. Et moi, je sais laquelle c'est. Et pour vous le prouver, concentrez-vous bien, hop, et je la fais disparaître. Tac. Ça a marché, non ? Bah oui. Ça a marché parce qu'en fait, aucune n'est la même. Vous voyez ? Cette feinte est toute pourrie. Vous dites, bon, d'accord, ok, c'est un diaporama qui circule sur le web depuis 10 ans. Il y a des gens qui en tirent bénéfice de ça. Croyez-le ou non, un monsieur qui s'appelle Chris, un jour, je reçois, c'est un type qu'on connaît du fait du labo de zététique, je pourrais vous en raconter des belles et des pas mûres sur lui, mais peu importe, Chris, il laisse un message sur ma plage téléphonique. Par hasard, hein, il tire au sort des numéros et tout. Et puis il dit voilà, j'ai un grand pouvoir, machin, mais comme vous croyez pas n'importe qui, hop, une petite technique de gratification au passage, eh ben, vous pouvez appuyer sur la touche dièse et je vous enverrai de la documentation. Et là, il envoie de la documentation que j'ai gardée depuis le temps. Hein. Elle est là. La documentation, c'est marqué, vous avez 2 enveloppes dans la mienne, là, il y en a une, ne l'ouvrez pas tout de suite. Ici, je vous préviens que il faut choisir une carte. Donc ça, c'est la première page, là, vous voyez. Choisissez une carte et retenez-la bien. Je vais réaliser devant vous quelque chose d'incroyable et surprenant, quelque chose qui va vous prouver de façon irréfutable que là. Mémorisez une... Je peux. Je me disais, c'est intéressant les tours de magie, mais... des cartes. Attention, à partir de maintenant, Pour faites l'instant, je exactement fais ce qui- des crayonnés très légers parce que je refais complètement la case qui n'allait pas du tout. Donc voilà, là tu vois rien aussi. C'est pour ça que, en plus, tu vois rien à cause de ça. Je vous ai demandé, regardez à quel point le procédé est sournois et moche. Prenez cette page que vous tenez en main et brûlez-la entièrement, c'est souligné, dans un évier, en faisant bien attention de conserver les cendres. C'est très important pour la suite. Bon. Et après, et seulement après, prenez la seconde enveloppe et ouvrez-la. Et vous allez découvrir quelque chose qui risque probablement de changer toute votre vie. Et là, vous ouvrez la deuxième et hop, disparu. Et là, il vous propose une aide télémagnétique contre un chèque, etc. Vous pouvez avoir une aide télémagnétique, etc., etc. Par Chris, voyant médium, parapsychologue, hypnotélépathe et vedette de la télévision. Voilà. Ça fait partie des gens qui font des choses qui sont plutôt moches, si on peut dire. Alors je pourrais aller un peu plus loin sur ces sujets. Je pense que je vous reparlerai de mentalisme la prochaine fois. Je vais essayer de traiter quelques questions. Je voudrais juste vous donner un petit aperçu de la bibliographie qui est disponible sur les sujets que j'ai traités. J'ai amené quelques ouvrages que vous pouvez emprunter si vous le désirez. J'en ai mis quelques-uns. Mais on ne voit plus rien, pardon. Je vous remets la diapo. Notamment les grands livres fondateurs d'Henri Brock qui valent le détour, hein. Notamment Le Paranormal que j'ai ici. Vous avez Au cœur de l'extraordinaire qui est un... Je vais voir si j'ai pas des images de
comment il s'appelle Davila, là. Priscillien Davila. Priscillien Davila. Priscillien Davila. Comment il était fringué. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Pourquoi c'est pas l'évêque de machin, là? L'évêque espagnol, voilà. Bon, on va dire qu'il avait des vêtements amples, hein. Faudrait que je fasse des recherches sur comment étaient habillés les évêques espagnols. Je sais même pas en quelle année c'est, ça. J'ai un peu la flemme. Pourquoi j'ai des photos complètement random? Thérèse Davila, mais c'est Priscillien, moi. Attends. Je vais mettre les guillemets. Est-ce que les guillemets fonctionnent sur Bing? Ouais, Priscillien Davila. Ah. On doit avoir un peu de décalage. Bon, de toute façon, on verra rien, donc je vais lui faire une grande robe de bure, et puis de toute façon, il est en train de se faire couper la tête, donc voilà. Édition un peu plus grosse. Il y a le livre de Normand Baillargeon que je vous conseille chaudement qui s'appelle Petit manuel d'autodéfense. Le livre de Carl Sagan et Druyan dont je vous ai parlé tout à l'heure. James Randi dont je vous ai parlé. Sur le contrat laïque du chercheur, vous avez le livre de Lecointre qui s'appelle Les sciences face au créationnisme qui est absolument parfait. Sur le rôle des médias là-dedans, vous avez un livre de Chomsky. Un documentaire de Chomsky, pardon, qui s'appelle Manufacturing Consent. Sur le site du Cortex, vous avez plein d'informations qui sont à votre disposition. Voilà, donc farfouillez. Si vous avez toujours été sensible aux autres, que l'empathie et la bienveillance vous caractérisent, que vous souhaitez redonner du... Non, on veut pas. Ça ne nous intéresse pas du tout. Et je reviens sur l'erreur volontaire aussi que je mets dans chaque cours. La semaine dernière, l'erreur a été celle-ci. 2 personnes l'ont trouvée, Anthony et Antoine. C'était cette phrase-là, qui est une vraie phrase qui a été notamment dite par James Randi, le magicien états-unien. Richo Mój Cudek, qui n'existe pas parce que c'était une espèce de traduction en tchèque de mon propre nom, donc il n'existe pas. Richo Mój Cudek, c'est Richard mon voisin en tchèque. Et Ujiecha si Itspat, c'est une phrase d'une chanson de Jaromír Nohavica que très peu de gens connaissent, mais qui est un grand poète et grand chanteur morave, donc en République tchèque. Oxbridge Édition, ça n'existe pas parce que c'est une contraction de Oxford et Cambridge. Donc voilà, c'était une arnaque, et donc j'espère que vous n'avez pas appris ça par cœur. Il y en a une autre dans le cours d'aujourd'hui. Donc Anthony et Antoine gagnent donc un prix. Vous savez, c'est des prix absolument majestueux. Alors il y en a un qui gagnera un troll, voilà, il gagne un troll poilu. Et l'autre gagne une épouvantable Cruella des 101 Dalmatiens. J'espère qu'ils sont ravis. Est-ce qu'ils sont là, au moins Anthony et Antoine? Ils sont là, Anthony il est là. Et Anthony il veut pas son cadeau, alors il lève pas la main. Ah, il est là-bas, super. Bravo, c'est bien d'être vigilant. Ne croyez jamais personne sur parole, surtout pas le cours de zététique et surtout pas les autres cours d'université. Il peut y avoir toujours des erreurs. J'en profite pour remercier encore Antoine parce qu'il m'envoie souvent des remarques et certaines qui parfois me montrent des erreurs que je fais et ça je surkiffe. Johnny Carson, c'est le type qui avait réalisé un show hyper connu aux États-Unis qui s'appelle le Tonight Show. Comme j'en parle assez fréquemment de Johnny Carson, pour moi il est toujours vivant. Enfin, j'ai indiqué la dernière fois qu'il était mort l'année dernière. Et en fait, il est mort en 2005, comme le temps passe. Et donc, je me suis pas réveillé. Le temps passe, ça c'est un problème de vieux. En fait, quand on vieillit, on se rend pas compte, mais donc le temps il file. Et puis, donc Johnny Carson n'est pas mort l'année dernière, mais il est mort en 2005. Mais il nous manque toujours autant de Johnny Carson. Et puis, le $1 Million Paranormal Challenge, le prix d'$1 million de James Randi. Et bien en fait, je vous ai fait une publicité mensongère parce qu'il a fermé son prix l'année dernière, James Randi, avec son équipe. Ils l'ont transformé en bourse d'études. Mais James Randi, se mettant en off de sa fondation, a retiré le prix d'$1 million. Donc vous ne pouvez pas gagner $1 million si vous faites la démonstration d'un phénomène paranormal. Mais je crois qu'il y a d'autres bourses ailleurs, on pourra se renseigner si vous voulez challenger les sceptiques.
Donc merci à Antoine qui m'a envoyé ça. Antoine qui me dit aussi l'auteur de l'un des co-auteurs ou exégètes de La licorne invisible et rose, qui s'appelait Steve Healey, a changé de sexe. Et donc s'appelle maintenant Sarah Healey. Et donc je ne sais pas comment il faut l'indiquer. Est-ce qu'il faut donner son prénom masculin à l'époque où il a inventé ça, quand je vous donne la référence, ou est-ce qu'il faut donner son prénom de maintenant? Donc je vous donne les deux là, comme ça. Et c'est bien vu. Merci Antoine d'avoir corrigé ça. Voilà ce que c'est que d'adorer des licornes invisibles et roses. Ils m'ont posé des questions la semaine dernière auxquelles je ne savais pas répondre car j'étais bossé un petit peu. J'ai regardé un peu le... Alors j'ai plus mes notes ici, mais j'ai regardé Oudoul un petit peu, j'ai regardé Nicolet, j'ai regardé deux, trois trucs comme ça. J'ai regardé Phénomène Paranormal sur la chaîne 23, quelqu'un m'a dit de regarder ça. C'était une grande souffrance pour moi de regarder ça, je vous avoue. C'était vraiment, vraiment douloureux. C'est vraiment classique, quoi. C'est vraiment exactement la structure médiatique classique de comment on traite le paranormal dans les médias. Hein. Des témoignages, des reconstructions, de la mise en forme très scénarisée avec de la musique terrible. Tout est flippant, il n'y a pas de fait, il n'y a pas vraiment d'investigation. C'est des agglomérats de témoignages plus ou moins flous avec très très peu de regard critique dessus. Enfin, c'est quand même assez... c'est assez pauvre comme contenu. Si vous voulez vous faire une opinion sur les phénomènes dits paranormaux, c'est certainement pas en regardant la chaîne 23 que vous pourrez le faire. Les questions de la semaine passée en suspens. Oui, on m'avait envoyé aussi, on m'avait posé une question sur l'horloge de l'Apocalypse. Je ne savais même pas que ça existait. Et effectivement, ça existe. Je vous encourage à regarder ce que c'est que l'horloge de l'Apocalypse. Et puis, je me rappelle plus. Il restait 2-3 trucs. Qu'est-ce que j'ai j'ai fait aussi une petite erreur. Je vous ai parlé. Quelqu'un m'a posé la question est-ce qu'il existe des gens qui sont capables de parler des langues étrangères? Et donc, la réponse est vraisemblablement non. Il y a eu plusieurs psychologues qui ont bossé dessus, plus ou moins bien d'ailleurs. Ian Stevenson. Ah si, moi, des gens qui étaient capables de parler des langues étrangères. J'en ai connu. J'ai pas compris la remarque là. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de parler des langues étrangères? Erreur. Je vous ai parlé. Quelqu'un m'a posé la question est-ce qu'il existe des gens qui sont capables de parler des langues étrangères? Et donc la réponse est vraisemble non. Il y a eu plusieurs psychologues qui ont bossé dessus. Plus ou moins bien d'ailleurs. Ian Stevenson, c'est pas très bien, c'est contesté depuis. Il semble pas qu'on ait des preuves, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, mais pour le coup on n'appelle pas ça la glossolalie, pour être plus précis, on appelle ça la xénoglossie. Voilà, donc je vous corrige. Les langues étrangères qu'ils ne connaissent pas, c'est ça? La capacité alléguée, non prouvée, que des gens pourraient parler une langue qu'ils n'ont pas apprise sous l'emprise de soit un choc, une révélation. Oui, il faut préciser, parce que sinon c'est pas clair. Chrétienne. Voilà. Pour les questions, notez mon numéro. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer, puis j'essaierai d'en traiter le maximum au milieu ou à la fin. Et si vous avez aussi des sujets de dossier sur lesquels vous êtes seul et que vous voulez les proposer, je les lirai et des gens peuvent vous rejoindre. Ok, ça peut peut-être vous aider pour composer vos groupes. Car je vous rappelle... Alors là, c'est un peu mieux, le dessin. Que vos groupes sont censés composer de moins 4 personnes. Sinon, je ne pourrais pas corriger physiquement. Je ne pourrais pas corriger rien touché, là. C'est un peu mieux, mais c'est... Ça va, je pourrais la... Lui, il est pas mal, il lui manque ses pieds, là. Voilà. Il manque ses pieds. Bon. Là, on voit qu'il est attaché. Et lui, il a l'air de tenir un truc comme une hallebarde, quoi. On dirait pas qu'il va lui couper la tête, quoi. Moi, je voudrais qu'on sente qu'il va lui couper la tête, quoi. Alors, du coup, j'ai mal fait encore. Enfin, c'est mieux que l'autre, mais... c'est des petits dessins. Voyons voir. Hop. Peut-être s'il la tient comme ça. Plus haute, finalement. C'est pénible parce que comme mon crayon est gras, ben, j'arrive pas à gommer après. Comme ça, peut-être. Donc c'est un impératif, je ne peux pas faire autrement en fait. On est trop nombreux pour que je puisse vous permettre de faire des dossiers tout seul. Et d'ailleurs, généralement à 4, c'est meilleur que tout seul. C'est comme le sexe, disent certains. Non, je sais pas. 4 quand même. C'est fatigant. Alors, nous en étions ici la semaine dernière. On avait parlé du plaidoyer pour une humilité sensorielle. C'est-à-dire que c'est assez difficile pour un humain moyen,
comme vous et moi, de se mettre à douter de ce qu'on perçoit, de ce qu'on reçoit comme information de nos sens. Et c'est un travail qu'il faut faire si on veut se rendre compte de la capacité de notre cerveau à se tromper, que de se confronter soi-même à tous les mécanismes d'illusion possibles et imaginables. Comme ça, on sait dans quelle mesure on peut se tromper. Et donc, je vous ai montré quelques illusions. J'espère que vous avez été voir le PDF. Vous avez retrouvé quelques personnages et quelques images tout à fait ravigorantes. Et puis, je vais encore traiter quelques points comme ça, jusqu'à la notion de témoignage que je voudrais vraiment bien écorner avec vous. Et puis après, je passerai à des outils épistémologiques, l'art de sous-peser des hypothèses, mais je prendrai des exemples un peu concrets pour vous montrer un peu comment vous pouvez vous emparer dans votre sujet des différentes hypothèses qui sont sous-jacentes à votre question de travail et comment on peut les peser, avec quels outils on peut les sous-peser, parce que toutes ne se valent pas. Alors, je m'étais arrêté, il me semble, sur le mentalisme. Vous avez montré, je crois, les cartes les fameuses fausses lettres pourries qu'a envoyé Chris, le médium, pour recruter par téléphone des gens qui voudraient souscrire à son aide télémagnétique. Là. Et alors, le mentalisme, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que c'est une manipulation mentale, etc. Enfin, dans une certaine mesure, le mentalisme est une forme de manipulation mentale, mais qui fait partie de la prestidigitation, c'est-à-dire l'art de manipuler des objets ou de manipuler des sensations devant un public qui est complice et qui est d'accord et qui est là pour voir du spectacle. Là où ça devient moche, c'est quand des gens se servent de ces arts-là, de ces méthodes-là, pour faire... oui, il s'est fait décapiter, je pense, Priscillien d'Avila, parce qu'il invitait des femmes à être prêtres et il était contre l'esclavage. Donc ils l'ont décapité, ça n'allait pas. Donc c'est un petit peu violent, oui, bon. Et bon, il disait aussi que les corps et la matière étaient créés par le principe du mal et que le zodiaque détermine le destin de l'âme. Finalement, il était anthroposophe avant l'heure, ce gars. Parce que c'est ce que disait Steiner, que le principe du mal, c'est Ahriman qui crée les corps et la matière. Bon, on confond tout. Mais c'est vrai que Steiner, il était très... adepte de la science antique et ouais. ouais, non, écoute, c'est la vie. Il faut accepter que. Bon, j'arrive pas à faire cette main, par contre. Croire qu'ils ont une capacité à dire des choses sur vous que vous n'auriez pas dites et auxquelles ils pourraient accéder par le moyen d'une capacité extrasensorielle ou d'un don, etc. Il faut connaître un petit peu comment ça marche le mentalisme. Alors, le deal que l'on a avec le marché qu'on fait avec les magiciens qui traînent avec nous, c'est de ne pas révéler les tours. Je ne vais pas vous révéler les tours. Vous pouvez les trouver assez facilement si vous voulez travailler le sujet. Mais au moins les grandes lignes en psychologie qui permettent d'expliquer ce qui peut se passer quand on se retrouve face à quelqu'un qui dit être un médium ou un voyant ou une voyante et qui est face à vous, est censé ne rien connaître de vous et vous délivre une information tout à fait surprenante. Il y a au moins 3 choses à connaître. Le fait que... Si je prends une première chose à comprendre, si vous vous retrouvez un jour face à une voyante ou un voyant, il y a une première phase qu'on appelle la lecture à froid. C'est-à-dire la personne peut être, même sans s'en rendre compte, en mesure de dire des choses sur vous que vous ne pensiez pas laisser filtrer. L'observation joue beaucoup dans ces cas-là, et le fait de regarder par exemple l'habillement d'une personne, on peut voir si elle est plutôt BCBG, ou alors plutôt punk à chien, ou alors plutôt gothique, ou plutôt garage, ou plutôt ce que vous voulez, quoi. On peut tirer déjà des informations. Ça se dit encore ça, BCBG? Je crois pas. Ça, et deviner avec un curseur de vraisemblance assez important la catégorie socio-professionnelle, peut-être en fonction du lexique aussi que la personne emploie quand elle se présente. En tout cas, ça me fait plaisir que tu aies dit quelle violence, parce que ça montre que du coup l'image a un peu d'impact. Voilà, ce qu'elle n'avait que difficilement dans la version précédente et dans celle que j'avais faite avant. Donc effectivement, là, comme ça, on voit que le type va se faire couper la tête et donc on se dit c'est violent. Et c'est ce que je voulais. Voilà. Parce que quand même, première victime chrétienne, attends, comment il dit? Première victime, premier chrétien condamné à mort pour hérésie par une autorité chrétienne. Voilà, donc c'est important, il faut le montrer. Il faut montrer que... Bon, là, le bras est complètement tordu. Voilà. Et là, il faudra lui faire ces trucs comme ça, voilà. Bon, écoute, on va s'arrêter là, sur ce dessin. Et là, ça fait 1h57 que je stream, je commence un peu à fatiguer. Ah oui, et là, j'avais un petit label qui disait que c'était Priscillien,
qui est passé à l'as. Ah ben on va le faire comme ça, tiens, voilà. Comme ça sera dans le mouvement de la hache et ça sera bien mieux. Vous dit bonjour monseigneur, c'est pas pareil que si c'est hey, cool, salut, c'est pas pareil quoi. Donc de là on peut tirer des informations. On peut aussi tirer des informations qui sont faussement devinées. Vous voyez, je pense par exemple jouer sur les probabilités, comme par exemple dire à une personne ne seriez-vous pas l'aîné de votre famille? En fait, en disant ça, vous avez plus de chances d'avoir raison que d'avoir tort, parce qu'il y a plus d'aînés que de cadets, parce qu'en fait, même les enfants uniques, ils sont aînés, quoi, si vous voulez, ils sont les premiers, alors que des cadets, il faut déjà qu'il y en ait eu un autre avant, donc il y en a forcément moins. Donc vous pouvez jouer sur des trucs comme ça pour donner l'impression de dire des choses. Et en plus, vous pouvez rajouter, ce que j'ai fait dans la phrase que je vous ai donnée, une forme interronégative, c'est-à-dire n'auriez-vous pas ou ne seriez-vous pas, ce qui vous permet, si vous avez faux, de vous en sortir quand même. Vous voyez, donc si vous avez juste, vous faites ah oui, je le sentais bien, et si vous avez faux, vous dites oui, non, je sentais que c'était pas bon pour vous. Et la question interronégative est une super méthode pour éviter de dire des choses à risque, quoi. Après, vous avez la technique du tir au petit plomb. Je vais pas détailler beaucoup, mais on le voit chez John Edward, on le voit chez pas mal de gens qui utilisent ces méthodes-là. Faire des phrases avec beaucoup d'éléments dedans et laisser la personne qui est en face de vous, qui est en face d'elle, piocher dedans. Donc, par exemple, quelqu'un qui dirait être en channeling pourrait vous faire des phrases du type je vois une femme dans votre entourage qui a beaucoup souffert, une femme, peut-être une mère, une sœur, une cousine, peut-être une cousine, puis là elle regarde bien où c'est que vous réagissez, puis elle vous dit ah une cousine, c'est ça, une cousine qui a beaucoup souffert, elle est peut-être morte, ou en tout cas pas très loin de l'être, elle est morte effectivement, hop, et puis il rebondit comme ça, vous voyez. Et en fait c'est suffisamment flou pour que dans le... Ouais. Dans le nom de Priscillien, oui, il y a un S, ouais, exact. Au bout d'un moment, on soit quasi assuré d'avoir bon et on réagit au moment où la personne a fait tilt, quoi. Vous voyez? Et la personne a l'impression qu'on a deviné que notre cousine était morte, quoi. Mais en fait, la voyante n'a pas deviné ça. Elle a regardé à nos réactions, dans le flux de ce qu'on a développé, les informations sur lesquelles nous avons réagi. On lâche beaucoup d'informations quand on est face dans des situations comme ça, surtout qu'on vient souvent dans des situations de souffrance pour parler à des voyantes ou à des médiums. Et donc, on se retrouve parfois à donner des informations, pas se rendre compte qu'on les a données. Et alors c'est tout un art que de ressortir les informations qu'on a piochées un peu plus tard. Donc par exemple, vous pouvez dire, ne seriez-vous pas l'aîné de la famille? Ah non, j'ai un grand frère. Ah oui, je sentais qu'il y avait quelqu'un au-dessus de vous comme une figure un peu tutélaire, mais c'est un peu ambigu comme situation. Puis hop, vous gardez en tête qu'il a un grand frère, par exemple, et la personne vous l'a dit, et vous le ressortez bien plus tard, et la personne elle sera persuadée que c'est vous qui avez deviné qu'il avait un grand frère, alors que c'est lui ou c'est elle qui vous l'a dit. Vous voyez, on peut ressortir des éléments comme ça et les faire regermer ensuite, en donnant l'impression d'avoir... J'ai déjà fait ça, j'ai arrêté de le faire en test, mais des fois des étudiants rebossent le mentalisme pour aller mimer ça. Et moi je le faisais à des moments pour draguer, où je faisais semblant d'être un peu voyant et des trucs comme ça. Mais c'est super malsain, hein. On peut vraiment vite prendre l'ascendant sur les gens. Faut pas dire ça, le pire qu'on ait Richard. fait là-dessus d'ailleurs, mais j'y viens un peu après. On y mêlait d'autres méthodes. Avec mon collègue Nicolas Vivant de l'Observatoire zététique, on avait fait un truc qu'on a arrêté très rapidement tellement c'était devenu malsain. Je vous raconte ça tout à l'heure. Et l'effet Barnum, c'est un effet qui a été développé en psychologie par le psychologue Forer en 1949. Il a fait un test que j'ai refait un jour dans un amphi ici, il y a de ça 5-6 ans. Je voulais voir si ça marchait vraiment toujours aussi bien. Et le test que Forer avait fait, c'était de prendre les dates de naissance de tout le monde, et puis la fois suivante de venir et de donner à chacun un thème astral en fonction de la date de naissance qu'ils avaient. Chacun avait son enveloppe, tout le monde décachetait son enveloppe, la gardait pour lui, et puis devait noter de 0 à 5. 0, c'est pas du tout moi le discours qui a été présenté, ou alors 5, c'est tout à fait moi. Et en analysant les résultats, les gens se sont reconnus, la moyenne c'était de 4,2 à peu près. Et donc ça veut dire que beaucoup de gens se reconnaissaient dans le discours qui était dedans. Et ensuite, ce que Forer faisait, c'était il disait à ses sujets, à ses élèves, à ses étudiants, il leur disait passez la feuille à votre voisin. En fait, tout le monde se rendait compte qu'ils avaient tous la même feuille. Et dans les phrases qu'il y avait, c'était des phrases qu'on appelle des phrases à effet puits ou à effet Barnum, des phrases qui sont suffisamment floues, mais qui ont l'air personnelles, mais qui fait que tout le monde se reconnaît dedans. Par exemple, je sais pas moi, la dame qui est là, vous avez un caractère fort, mais de temps en temps vous doutez. Ça c'est moi aussi, c'est elle aussi, quoi. C'est tout le monde. C'est moi aussi, c'est tout moi. Elle aime les relations sincères avec les gens. Qui n'aime pas les relations sincères avec les gens? Le monsieur qui est là-bas, qui est penché, qui est là, lui, des fois il passe par des périodes d'euphorie, il est complètement un peu genre à fond, debout sur la table et tout, puis il y a des moments, ça, des petits coups de moins bien. C'est pas vraiment de la dépression, mais tu vois, c'est des petits coups de... tu te dis, putain, à quoi ça sert et puis ça repart après. C'est vrai, hein?
C'est exactement toi. Voilà, c'est exactement moi aussi. En fait, c'est tout le monde. Vous voyez, c'est ça des phrases à effet Barnum. L'horoscope est un excellent fournisseur de phrases comme ça. Vous lisez l'horoscope, c'est que des trucs comme ça, avec une vertu un peu conservatrice à l'intérieur de l'horoscopie, parce que c'est jamais, quand je sais pas, le travail c'est difficile en ce moment, ils vous disent généralement, attendez, ça va passer, ou alors prenez votre mal en patience, vous voyez, c'est jamais allez gifler votre patron, syndiquez-vous et cassez la préfecture, enfin, c'est jamais des trucs de révolte, quoi. L'horoscopie, c'est l'ordre social, quoi, et vous regardez, il faut jamais s'énerver. Ah, vos amours sont contrariés, patientez le mois prochain. Si ça se trouve, votre mari vous tape dessus ou votre femme vous tape dessus, mais ils ne vous disent pas de réagir violemment, quoi. C'est toujours calme. Il y a eu un travail d'un philosophe, pour ceux qui sont philosophes ici, de Adorno sur le sujet. Théodore Wiesengrund, Adorno. Le livre s'appelait... Ah ben j'ai oublié le nom du bouquin, mais c'est pas très compliqué. Il fait le malin, il dit, ah vous savez, il était aussi... il disait aussi que le corps était le principe du mal et tout, donc il fait un peu le malin, donc il va avoir des petits yeux comme ça. Voilà. 50, c'était sur l'horoscopie, mais j'ai oublié, il doit y avoir les étoiles ou les astres dans le titre, mais je retrouverai ça si ça vous intéresse. Et puis, il y a un autre biais qui est récurrent dans quasiment tous les sujets que vous allez traiter et dans tous les sujets du monde entier, c'est un biais que les psychologues appellent le biais de confirmation ou le biais de confirmation d'hypothèse. La tendance que notre cerveau a à chercher sans arrêt des confirmations de ce qu'il pense, plutôt que d'aller chercher des contradictions. Je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais si vous avez le cœur qui penche plutôt vers des mouvements de droite, par exemple, c'est très rare que des gens qui penchent à droite, on va dire, viennent lire de la presse de gauche. C'est très rare que des gens qui penchent à gauche viennent lire de la presse de droite. C'est très très rare qu'on s'expose à des discours critiques et généralement on traîne dans des milieux où tout... moi, chaque fois que j'écoute la presse de droite, c'est des conneries. Hein. Moi, je suis désolé, mais... Tout le monde pense un petit peu la même chose et on s'expose très rarement à des discours. D'ailleurs, on entend ça assez souvent. Ah, je refuse de discuter avec des gens du Front National ou alors non, l'extrême gauche c'est épouvantable ou les communistes, là, jamais de la vie. Et en fait, ça entraîne chez nous un biais de confirmation. On risque d'être surexposé à des discours qui nous plaisent, quoi. Et quand on est face à de la médiumnité ou de la voyance, ce phénomène peut arriver. Alors j'essaie de vous faire un petit graphique. Imaginez par exemple qu'une voyante vous dit ou un voyant vous dit « méfiez-vous des accidents de la route ». Phrase qui a l'air anodine, mais qui fait un peu flipper quand même. Là, vous avez deux choix. Premier choix, vous dites « moi j'y crois de toute façon au voyant, donc écoute, j'y crois, voilà, je vais faire attention ». Alors vous y croyez, et l'autre groupe, l'autre personne se dit « non, moi j'y crois absolument pas, je m'en fous complètement, c'est n'importe quoi, je m'en fiche ». Si vous y croyez et que vous avez effectivement un accident, vous dites « bon sang, elle m'avait prévenu et j'ai eu un accident. Donc elle avait raison. Donc je valide comme vrai la prétention de départ. Si j'y crois et qu'il m'arrive rien, je me dis j'ai bien fait de l'écouter. J'étais prudent et donc j'ai pas eu d'accident de la route. Donc je valide comme vrai la prétention de départ. Mais si j'y crois pas et que j'ai un accident, je me dis bon sang, elle m'avait prévenu, j'ai pas écouté alors que j'y croyais pas et tout. Puis en fait finalement j'ai vraiment un accident. Et là. Et tu te souviens Lola Springwater, pardon, que notre grand-père, une voyante lui avait dit qu'il mourrait dans un accident d'avion. Alors elle était allée un peu cash. Hein. Et du coup, je crois qu'il n'a jamais pris l'avion de sa vie. Tu te souviens de cette histoire? Ça te dit quelque chose, cette histoire? Moi, j'ai ce souvenir-là, en tout cas. Mais c'est fou, quoi. Parce que du coup, il n'a jamais pris l'avion de sa vie, quoi. Ouais, c'est fou, quoi. Hein. Bon, du coup, la voyante avait raison, puisque... Enfin, elle avait tort, non? Elle lui a dit... Parce qu'elle lui avait dit, vous mourrez dans un accident d'avion. Et du coup, il n'a jamais pris l'avion, donc il n'est pas mort, mais du coup, elle avait tort, quoi. Donc, c'est pas un bon exemple, là. C'était une mauvaise voyante, là, pour le coup. On valide encore comme vrai la prétention de départ. Et si j'y crois pas et qu'il m'arrive rien, eh ben, j'oublie. Ce qui fait que 100% des cas qui nous restent en tête sont des cas qui fonctionnent, quoi. Et on se retrouve surexposé à des cas qui fonctionnent, vous voyez. C'est un peu le même problème qui se pose quand on discute, est-ce que les rhumatismes, est-ce qu'on dort moins bien les nuits de pleine lune, ou est-ce qu'on dort moins bien, ou est-ce qu'on a des rhumatismes quand il pleut? Eh ben, notre cerveau va avoir tendance à collecter plus les faits qui collent, plutôt que les faits qui collent pas. Mais si on évacue les faits qui collent pas, on peut pas faire de statistiques, et donc si on fait pas de statistiques, on peut pas se rendre compte qu'il y a un réel effet, en fait. Vous voyez, on trie sans le vouloir. Le docteur Raoult faisait ça très très bien. Hein. Les cas auxquels on est exposé. Arrive maintenant, il y a d'autres domaines où ça peut arriver, ce genre de
de limitation du champ des possibles. Si vous voulez. Je ne suis pas un thérapeute qui vous dit surtout faites attention à votre genou à partir de maintenant. Vous voyez, bon, ben, vous faites attention aux escaliers. Et ben, ça va faire exactement pareil. Tous les cas qui valideront cette prétention, vous vous en rappellerez. Mais si ça ne le valide pas, on aura tendance à l'oublier ou à ne pas le raconter. Un banquier qui vous dit soyez vigilant avec vos placements bancaires, c'est pareil, quoi. Ça sera toujours vrai, sauf les fois où vous oublierez, quoi. Et notre cerveau est fait comme ça. Donc méfiez-vous de ces phrases qui sont en fait des phrases bidons, quoi. C'est des phrases un peu bidons. Et puis vous avez, bien plus grave, ah oui, j'ai parlé, je voulais citer le problème de Diagoras, c'est comme ça que l'expose Nicolas Taleb dans un bouquin qui s'appelle le signe noir. Et il en parle. Et puis l'histoire, c'est que Diagoras, c'est Cicéron qui raconte cette histoire dans un texte dont j'ai oublié la référence. Et on lui présente des tablettes peintes représentant des dévots qui avaient prié et survécu à un naufrage et qui leur était arrivé ensuite. Et sous-entendu, prier protège de la noyade. Et alors Diagoras demanda, mais alors où sont les portraits de ceux qui avaient prié et qui sont morts? Vous voyez, en fait, on a tendance, mais c'est un peu pareil sur les verrues, je vous parlais des verrues tout à l'heure. Je n'entends que des cas, si je faisais la collection, je n'entends que des cas de gens qui ont été voir des magnétiseurs et qui ont effectivement les verrues qui ont disparu. Mais parce que c'est les cas qu'on raconte, c'est les cas qu'on garde en tête. Mais il y a aussi plein de gens qui ont été voir des magnétiseurs et dont les verrues ne sont pas parties. Et ceux-là, on ne les raconte pas, ou c'est pas très intéressant de le raconter en soirée. Moi, je ne savais pas que les magnétiseurs faisaient partir les verrues. Je ne savais pas. Un bide dont on raconte. Ah oui, ça l'avait terrorisé. Donc, il y a le un papy, biais, il en parlait d'un air terrorisé, genre 50 ans après. Quoi. De la même façon que parfois dans certains protocoles, on perd certains sujets, on appelle ça le biais d'attrition. Mais gardez surtout le terme général de biais de confirmation de l'hypothèse, c'est vraiment ça qui est important. Je te lance un défi. Chantez juste pendant plusieurs heures. Oh, alors elle me saoule. Mais tais-toi. Attends. Ignorer, et je remets le son. Ah non. Bon, bah écoute. Ouais. Ça fait 2h10 que je stream. Et là, je commence un peu à fatiguer, parce que c'est fatigant de dessiner. Et puis, comme je disais, j'ai fait du sport comme un fou. Donc, bon, bah, j'ai quand même un peu avancé. Pas autant que j'aurais voulu. J'aurais bien voulu finir la planche. Mais là, je crois que j'ai arrêté. Bon, en tout cas, j'ai refait 4 dessins qui sont mieux maintenant. Donc, bon, faudra voir à l'ancrage, hein. Voilà, il y a ces deux-là. Hop, qui étaient comme ça avant. Ça, c'est un peu choquant. Et ces deux-là, qui étaient comme ça avant. Voilà. Donc, effectivement, c'est mieux. Voilà. Bon, bah écoute, on aura un petit peu avancé. C'est la page 26, donc sur 200, hein, donc va falloir turbiner encore. Hein. Ah, je fais encore tomber un truc. Mais voilà, bon, bah, merci d'avoir regardé ce stream. Et puis, bah, à bientôt. Bah, la prochaine fois, ça sera je sais pas quand. Voyons, on est vendredi. Ouais, merci, gros bisous. Je vais me reposer. Et puis, bah, on se voit bientôt. Donc je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt. Et puis le prochain stream, bah, je ne sais pas quand c'est, mais ça sera lundi, probablement lundi, ou peut-être mardi. Voilà. Donc il faut rester à l'affût des notifications. Bisous!